Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Assil, bienvenue sur ma chaîne. Nouvel épisode aujourd'hui de React à Chaud avec un sujet très intéressant. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du racisme en France. Est-ce que c'est un problème systématique, un tabou dans notre pays ou juste une réalité mal comprise? Surtout aujourd'hui on va oser poser vraiment les questions qui dérangent. Et voilà, j'espère que le sujet vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo pour qu'on ait votre retour. Et pour plus de podcasts, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, comme ça vous avez la notif la prochaine fois. C'est parti! La première partie, on va parler du coup du racisme un peu systémique dans certaines institutions françaises. Les contrôles aux faciès, selon toi, est-ce que c'est vraiment une nécessité donc, pour la sécurité en France ou est-ce que souvent c'est discriminatoire? Alors une nécessité, les contrôles sont nécessaires, c'est normal. Les contrôles un peu au hasard, c'est nécessaire. Au vu de ce qui se passe, au vu des événements qu'on vit en France là en 2024, pour moi c'est nécessaire de contrôler. Par contre, là où ça me pose un problème, c'est qu'en majorité, les contrôles, souvent, sont dirigés vers les mêmes personnes. Tu vois ? C'est même, carrément, il y a des sketchs et des spectacles qui en parlent, que franchement, quand tu as un certain aspect physique, tu n'es pas contrôlé. Ça, c'est une réalité, tu vois ? Parce que ça, tout le monde en parle. Bah oui, imagine un policier, par exemple, il y a deux personnes qui passent. Il y en a une en jogging, l'autre est en costume, cravate, etc. Il va contrôler lequel? Mais bien sûr, tu as un mec avec une mallette, costume, cravate, plutôt de type caucasien, blanc, mais il va jamais se faire contrôler. Ce gars-là, il va jamais se faire contrôler. Par contre, tu prends un mec qui me ressemble au volant d'une Audi A3 ou d'une classe A, mais évidemment que tu te fais contrôler. Mais c'est sûr, tu vois. Enfin, ça dépend s'il est noir et arabe. Ouais, qui me ressemble, quoi. Voilà, un mec qui me ressemble, avec une grosse barbe, dans une voiture, t'imagines, un mec comme moi au volant d'un Range Rover. Mais je me fais arrêter direct. Mais franchement, je pense que je fais pas une heure, tu vois. Je pense qu'une heure, tu me donnes un Range, flambant neuf, je roule allez, on va dire, dans une grande ville, je pense que je me fais arrêter. En tout cas, il y a un contrôle au hasard. Tu sais, les policiers qui se mettent au rond-point et ils arrêtent un peu des voitures au hasard. Mais tu peux être sûr que je me fais arrêter. C'est sûr et certain. Mais c'est ça aussi le problème. C'est que ce contrôle aux faciès, il a aussi des antécédents. Parce que quand tu regardes, entre guillemets, les criminels, ceux qui sont condamnés, ceux qui font des délits, l'apparence qu'ils ont, souvent, malheureusement, c'est dans les quartiers. C'est des gars qui me ressemblent. Tu peux pas le nier. En fait, c'est pas un truc qu'on peut nier parce que c'est la réalité. Quand tu regardes d'où les délinquants viennent, il y a eu un petit cas là actuellement, le jeune qui s'était fait gifler par Bayrou, parce que là Bayrou maintenant il est Premier ministre. Ce jeune, ça a pas loupé. Quand il était petit, il faisait les poches de Bayrou, il s'est pris une claque. En grandissant, apparemment, il est devenu dealer, tu vois, condamné et apparemment je crois qu'il est en prison, un truc comme ça. Mais tu vois que c'est toujours, on va dire, c'est en quelque sorte un cercle vicieux. Pourquoi ceux-là, ils se font contrôler? Parce que l'antécédent fait que c'est des gars comme ça qu'il faut, entre guillemets, rechercher. Donc, en fait, c'est un peu ce cercle vicieux. C'est pour ça que oui, c'est discriminatoire, certes. Et on a vu plein de témoignages à la télé. Il y a plein de gens qui se font contrôler qui n'ont rien à voir avec la délinquance ou la criminalité, machin. Mais ils se font contrôler parce que malheureusement, ils ressemblent aux délinquants type. Et il se fait contrôler. Il a rien à voir, le gars. Mais il se fait contrôler. Jason Brokers. J'avais vraiment trop kiffé son spectacle. Et il le disait. Un mec qui m'arrête, je suis à moto. Je sais plus ce qu'il disait dans ce spectacle, mais en tout cas, Jason Brokers, il est chauve, avec une grosse barbe. Et tu sais, c'est un rebeu, quoi. Donc forcément, il disait, c'était... Tu vois, c'était malaisant. C'était malaisant. Et après, il disait que juste après moi, le policier, pour faire genre que c'était pas contre son apparence, il a contrôlé un blanc. Et là, il disait, franchement, c'était limite... tu sais, ni l'un ni l'autre avait l'habitude de se contrôler et de se retrouver dans cette situation. Et c'est vrai. Mais du coup, pourquoi la justice, elle reconnaît si peu, justement, finalement, je sais pas si on peut appeler ça du racisme, mais cette discrimination... pourtant, on a vu plein de cas où justement c'était vraiment injustifié. Et pourquoi la justice, elle le reconnaît quasiment jamais? Parce qu'ils disent que c'est... Là, des contrôles qu'on parlait, ils disent que c'est du hasard et qu'on contrôle, c'est tout.
On contrôle d'identité, voilà. Il n'y a pas en fait à s'opposer à ça. Par contre, pour tout le reste, il y a plein d'autres cas de racisme où évidemment il y a des lois, il y a des règles qui le punissent. Mais va le prouver, tu vois. Va prouver à quelqu'un que je sais pas, on t'a discriminé, je sais pas moi, à un entretien d'embauche parce que t'étais de ci, de ça. Exactement, j'allais te poser C'est cette impossible à question prouver. justement. Parce qu'il n'y a pas que les institutions policières, etc. On a aussi tout le reste, les entreprises, parfois les gens qui cherchent des appartements, certaines gérants de copropriété, par exemple, qui gèrent justement les locations ou autres. On a aussi eu beaucoup de témoignages par rapport à ça, où justement il y avait eu des cas de discrimination sur des personnes souvent noires ou maghrébines. Bah oui, comme au même titre que les contrôles au faciès, etc. Quand tu regardes, les propriétaires, ils sont pas bêtes. Hein. Tu sais, ils se disent, je vais prendre quelqu'un qui me fera pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, en France, si tu mets le mauvais locataire dans ton appart et qui commence à ne pas payer ou à dégrader ou à faire des trucs comme ça, il est tellement protégé que pour le faire sortir de là, tu mets des années de procédure, d'argent, de machin, jusqu'à avoir l'huissier, la police, machin, qui le fasse sortir de là. Donc, évidemment, tu fais méga attention. Moi, le premier. Mais des Français, je veux dire, souvent d'ailleurs, de ce que j'ai vu dans les derniers témoignages que j'ai pu voir, il y a un monsieur, il disait justement, on a vu une vidéo qui passait sur Twitter et même sur TikTok, il avait des locataires, c'est des Français pure souche, et ils leur ont détruit l'appart. Et il a dit justement en fait que lui, à l'époque, il avait eu justement des Maghrébins qui étaient venus, qui habitaient là pendant longtemps, et que son appart était nickel, il l'a retrouvé nickel. Donc tu vois, d'un côté, c'est aussi un peu, là, il y a quand même du racisme. Bah oui. Non, mais bien sûr, bien sûr. En fait, si on prend au cas par cas, tu peux en trouver plein. Mais dans la majorité, tu sais que dans les appartements, il y a plein d'expériences qui ont été faites à Paris, par exemple. Quand tu appelles, tu dis « je m'appelle Mohamed machin, j'aimerais visiter votre appartement », on te dit au téléphone « non, il est pris, l'appart. Bonne journée ». Et pour un CV, si tu t'appelles Mohamed, que tu envoies ton CV, t'as quand même... Il y a une stat qui a été faite, t'as 30%... alors moi, je la trouve même à la baisse, honnêtement. 30% de chances qu'on ne te rappelle pas par rapport au fait, je sais pas si tu t'appelles Michel par exemple. Oui. Maintenant, à mon avis, on est plus sur du 60%. Bon, là, tu doubles quasiment, mais évidemment, il y a des discriminations qui existent. On ne peut pas le nier au truc, à diplôme équivalent, à compétences équivalentes. Il y a des sociétés, des entreprises qui vont privilégier, entre guillemets, le français de pure souche, comme tu appelles ça, ou même l'italien, l'espagnol, en tout cas, celui qui a l'air de type caucasien, comme ils appellent à la police, le blanc, quoi. Grosso modo, ils vont le privilégier. Pourquoi les compétences, machin. Je pense que c'est un cercle vicieux de plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, des a priori, des trucs que tu dis, vas-y, je vais prendre ce mec-là, il va me poser problème, il va m'embêter, tu vois. Il y a plein de choses qui font que... Et c'est vrai que ceux qui font du bruit sur les réseaux, sur Internet, dehors, c'est pas forcément les plus gentils, quoi. Donc forcément, quand il y a des problèmes qui surviennent, je pense que les gens se protègent. Ils essaient en tout cas de faire le bon choix, entre guillemets. Donc voilà. Mais après, tu vois, on a le cas par exemple des entrepreneurs français avec les étrangers. Dans le milieu des affaires, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent avec des partenaires étrangers, par exemple Afrique, Asie ou Golfe. Et tu vois, ces patrons, en fait, parfois, ils peuvent exprimer des stéréotypes racistes, en fait, ou refuser même des emplois. Mais par contre, ça disparaît complètement quand ils travaillent avec la personne, avec l'autre entreprise étrangère. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il y a un peu un paradoxe là-dedans. Non, c'est pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe parce qu'en fait, moi, je pense que le racisme, c'est un truc de pauvre. C'est vraiment un truc de pauvre parce que quand le racisme, il est vraiment au bas de l'échelle. C'est toujours dans des situations de la vie quotidienne, dans des trucs où il y a vraiment beaucoup de racisme, entre guillemets. Mais quand tu atteins un certain stade d'affaires, d'échanges, tu sais, quand des grandes entreprises, des grands pays, etc. Quand ça parle économie, quoi. Là, c'est fini. Quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a des grosses sommes en jeu, tu regardes pas la couleur du gars. Tu regardes pas s'il est noir, tu regardes pas s'il est chrétien, tu regardes pas s'il est musulman, tu regardes pas s'il est juif, tu regardes pas de quel caste il est, de quel truc. T'en as rien à faire. La réalité, c'est que quand il y a de l'argent en jeu, le racisme disparaît automatiquement. Il y a plein de cas où t'as des entreprises. Aujourd'hui, la France ne peut pas se permettre, par exemple, de ne pas faire affaire avec des pays du Maghreb. Tu vois, par exemple. Bien sûr. À l'inverse, tu peux pas aujourd'hui ne pas faire affaire avec la Chine. C'est mort, c'est impossible, tu vois, de pas faire affaire
avec ces pays-là, pour du racisme, pour des questions de ils ne correspondent pas, ça ne nous ressemble pas, truc. Parce qu'aujourd'hui, si on devait vraiment rester entre nous, ça serait très très compliqué. Bah, c'est clair. On a le cas, en 2023, tu sais, il y a des vidéos sur TikTok qui montraient des magasins de luxe qui fermaient temporairement donc, sur les Champs-Élysées pour soi-disant éviter des abus. En somme, on le sait que voilà, c'était des Saoudiens riches et que souvent, ils privatisaient les lieux. Et bizarrement, c'est vrai que quand c'est le cas, quand on voit des choses comme ça, il y a eu beaucoup de réactions. Est-ce que, voilà, selon toi, certains Français tolèrent mal la présence des Saoudiens riches en France ? Est-ce que c'est une forme de racisme ou juste de la jalousie un peu économique ? C'est du racisme dans un premier temps, mais le racisme, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça considère que les gens d'en bas, parce que ça les énerve, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'on leur vend dans les médias, que nous, on ne travaille pas avec les gens qui ne respectent pas le droit des femmes, les pays musulmans, tout ça, on ne les aime pas, etc., etc. Et à l'inverse, dans la réalité des choses, quand, comme tu as dit, les femmes saoudiennes, avec le niqab, on voit que les yeux, arrivent aux Champs-Élysées, au volant des classes S à plus de 100 000 euros, et qu'en fait, on leur privatise les boutiques, il n'y a plus personne qui parle. Parce qu'elles sont protégées, parce qu'elles viennent avec un certain montant d'argent que les gens veulent. Donc mais là, du le coup, racisme est-ce que ça, disparaît. c'est du privilège discriminatoire, finalement ? Non, c'est un privilège tout court, c'est un privilège de riche, que tu peux te permettre aujourd'hui d'appeler une boutique française sur les champs et dire, alors, je vais arriver tel jour, tu me fermes tout le magasin, tu m'enlèves tous les clients, et il n'y a que ma femme, ma sœur, et tu vois, les femmes de ma famille qui vont venir et qui vont faire en fait du shopping. Combien ça coûte, je ne veux pas le savoir. Tu m'envoies la facture et je te paye. Tu vois, c'est à partir de là que le racisme, il n'existe plus. Parce que cette boutique, elle va virer tout le monde de sa boutique pour faire un chiffre d'affaires de peut-être 1 million ce jour-là. Elle ne peut pas se permettre de ne pas le prendre. C'est typiquement ça, en fait. Et le problème, c'est que, pareil pour les affaires, tu vois, si vraiment tu es contre, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite, en tant que pays occidental, la France, etc., pourquoi tu fais affaire avec eux ? Leur parle pas. Ne fais jamais rien avec eux. Refuse tout échange, tu vois. Mais c'est pas vrai. C'est Tariq Ramadan qui le disait il y a quelques années. Vous ne ferez rien parce qu'ils ont l'argent pour vous faire taire. Et c'est toujours, c'est toujours réel, d'actualité. Hein, c'est réel. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Quand tu as le pouvoir de venir privatiser un magasin, de privatiser limite une rue, un truc, quand tu as ça, quand tu as ce pouvoir-là, il n'y a personne qui parle avec toi. Comme dit, il y a certaines personnes qui disent que ces fermetures sont pour protéger l'expérience client. Bon, sérieusement, est-ce qu'un Saoudien riche est plus bruyant qu'un groupe de touristes en claquettes ? Je suis pas sûre. Tu penses qu'une Saoudienne qui vient privatiser Louis Vuitton, Cartier, Hermès, tu penses qu'elle repart avec quoi ? Avec un petit sac ? On ne parle pas d'un chiffre d'affaires de 10-15 000 euros là. Hein. Quand elles viennent, elles se refont des garde-robes. Elles partent avec des coffres pleins, tu vois. Les voitures, les classes V là et tout, c'est plein. En fait, j'ai l'impression que les marques de luxe aussi, elles veulent aussi préserver un peu leur image. Mais qui achète aujourd'hui ? Oui. Quand tu vas aux Champs-Élysées dans des grosses boutiques. Il y a beaucoup de Chinois. Chinois, saoudiennes, machin. Ouais. Mais quand tu vois des personnes aussi importantes de pays, même des pays qui, entre guillemets, ne respectent pas les droits de la femme, tu privatises la boutique quand même. Donc ça veut dire que tu acquiesces. Ça veut dire que tu acceptes que ce pays qui ne respecte entre guillemets, aucun droit de la femme vienne dans ton pays, enfin, ça, c'est ce que sur les Français ton territoire. Disent. Oui, non mais les Français, ils disent quoi ? Non, mais ça, c'est ce que peut-être le Français pense. Mais au final, ils respectent. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils respectent pas le droit des femmes en Arabie Saoudite. Non, mais parce que tu peux regarder par exemple qu'une femme, elle s'est fait, tu vois, elle a eu un châtiment corporel en Arabie Saoudite, machin, et ça, la France, elle est complètement contre. Mais quand il s'agit d'argent, eh ben, on accepte quand même. Tu vois ? Et c'est ça le problème, c'est que c'est toujours à deux vitesses. Quand tu sais qu'à Paris, il y a des rues entières en immobilier qui appartiennent aux Qataris ou à des Saoudiens, mais t'es choqué. Et pas qu'à Paris, hein. Ils ont construit plein de choses, plein de mosquées, Paris, parce que maintenant, ils ont mis le pied dedans. Quand tu commences ton pas par racheter le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas acheté les petits clubs, tu vois. Ils n'ont pas acheté Nantes, ils n'ont pas acheté, tu vois, Strasbourg. Ils ont racheté le PSG. Genre, ils sont arrivés, ils ont pris le club de la capitale, tu vois. Et ils ont dit, bah maintenant, c'est à nous. Pourquoi ?
Parce qu'on a les millions, parce qu'on a l'argent. Parce qu'ils ont l'argent. Parce que si tu veux que je sorte ton club, eh ben, je l'achète. Et il a été vendu, on l'aura pas refusé. Et ben c'est très bien que tu rebondisses sur le PSG, parce que j'avais une question par rapport au racisme et du coup la star un petit peu, l'ancienne star maintenant du PSG, Kylian Mbappé. C'est vrai que Mbappé, tu vois, bon, comme dit, c'était un peu la star du PSG, parfois insulté pour ses origines lors de mauvais matchs. Et moi, j'avais une question par rapport à ça. Pourquoi certains athlètes sont-ils admirés pour leur talent, mais insultés dès qu'ils échouent, en fait, dans certains matchs ou voilà, certains championnats? Bon, les athlètes, ils sont insultés, franchement, ils sont insultés, qu'ils soient bons ou mauvais. Hein. Comme dit, on revient au truc de racisme de pauvres. Parce que les spectateurs qui viennent, qui font des bruits de singes, qui jettent des bananes, c'est pas des intellectuels, tu vois. C'est pas des mecs qui ont une intelligence folle. Quand tu viens au stade et que tu jettes des bananes à des Brésiliens, à des joueurs africains, t'as aucune intelligence. Mais la réalité, c'est que Kylian Mbappé, c'était le plus gros salaire du club. Le Paris Saint-Germain a fait tout ce qu'il voulait. Donc tu vois en fait que le racisme ne le touchait même pas. Entre guillemets, tu te fais peut-être insulter sur le terrain, insulter sur le réseau, des trucs comme ça. Mais t'es toujours respecté. Le racisme n'a plus rien à voir parce que Kylian Mbappé, c'était un produit marketing. Mais pourquoi tu vas, quand on entend des cris de singe, justement, pourquoi le public il réagit pas? Parfois, je trouve ça choquant. Le public réagisse, les joueurs réagissent. Mike Maignan, à l'époque, il avait quitté le terrain et ses coéquipiers, il l'avait accompagné. Il y a plein d'autres cas. On se rappelle de Daniel Alves. Il s'était pris une banane, il avait pris la banane, il l'avait mangée. Il avait tiré son corner, tu vois. Ah ouais. Ça le touche pas. Mais le racisme ne s'arrête pas. C'est un truc, je sais pas, c'est un truc de beauf, c'est un truc de base que tout le monde, que limite c'est toléré dans les stades. Il y a des amendes, il y a des choses qui sont prévues, bien sûr. Mais ça existe toujours. Ça existe toujours, ces bruits de singes, ces mauvaises remarques, machin. Mais c'est à un certain niveau, je pense que ça n'existe plus. On a vu plein de vidéos, on avait vu une vidéo aussi d'une femme noire qui se faisait insulter dans le RER. Et c'est vrai que sur les réseaux, ça avait fait beaucoup de bruit, donc on en parle beaucoup. Mais par contre, dans la vraie vie, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui réagit. Quand il y a des cas de racisme, par exemple, vraiment dans la vraie vie que tu vois, il n'y a personne qui va oser réagir. Par contre, bien sûr, quand il y a quelque chose comme ça, souvent ça s'indigne sur les réseaux, ça fait le tour des réseaux, etc. T'en penses quoi, du coup, que le fait que personne réagisse, en fait, dans la vraie vie? Mais parce que c'est plus facile. C'est plus facile de mettre un vieux tweet d'insulte et un vieux commentaire sur TikTok. Et quand ça arrive dans la vraie vie, c'est rare, hein, parce que moi, par exemple, j'ai jamais vécu. J'ai jamais vu un cas de racisme où j'aurais pu, par exemple, réagir, tu vois. J'en ai jamais vu. Mais quand ça arrive, tu vois que les réactions, elles sont quasi inexistantes. Parce qu'il n'y a personne qui veut prendre le risque de machin. C'est pour ça qu'aussi, le racisme, il est bien plus présent sur Twitter, dans les médias, sur BFM, sur CNews, que dans la vraie vie, tu vois. C'est sûr. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça existe. Mais limite, je pense que ça doit rester intérieur. Les gens, peut-être qu'ils sont, entre guillemets, un peu racistes dans la vie, mais ils ne l'expriment pas. Tu penses que les enfants, ils subissent du racisme aussi dans certains cas, quand ils ont des origines, par exemple à l'école, etc. Ouais, bien sûr. Je pense que... Alors, peut-être pas vis-à-vis de l'école, du professeur ou de l'institution, qui est l'école, mais peut-être que des gamins entre eux, tu vois, peut-être pas quand ils sont très jeunes, mais je pense qu'à partir du collège, lycée, il doit forcément y avoir de cas dans certaines villes, dans certaines, tu vois. Donc selon toi, que entre les élèves, jamais avec les professeurs? Je pense que c'est plus rare. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les professeurs, je pense pas qu'ils soient racistes envers quelqu'un juste à cause de ses origines ou de voilà. Je pense qu'il y a des professeurs qui sont peut-être devenus racistes à partir du moment où tu as le même gars, pendant une année, il t'a fait souffrir du matin au soir. Tu vois, à chaque fois que tu as la même classe, à chaque fois, c'est ce gars qui a une certaine origine, qui a une certaine religion, et ce gars, il te prend la tête tout le temps. Il te manque de respect. Il te jette des trucs. Il te fait passer à chaque fois une saleur pendant ton cours. Je pense que parfois, tu dois sûrement devenir raciste à cause de ce mec-là. Ok. Après, alors, tu vois, quand on reste un petit peu sur les enfants, je pense honnêtement que le racisme entre les enfants, ça existe. Pourquoi ? Parce que moi-même, je l'ai vécu. Et pourtant, je ne suis pas d'origine maghrébine ou autre, mais je l'ai quand même vécu. Donc, quand j'étais au collège. Donc, j'ai vraiment vécu ça, le racisme, quand j'étais au collège par rapport à mon origine, parce que j'étais dans un collège un petit peu reculé, dans des villages où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers.
Donc je pense que dans les grandes villes, ça peut être différent. Honnêtement, dans les villages, quand on est dans un collège ou un lycée, dans un village ou un peu reculé, franchement, il y a du racisme. Et parfois, les enfants, en tout cas les enfants ou les ados ou autres, le vivent quand même très mal. Mais ça a été prouvé plein de fois. En fait, les villes les plus reculées, là où il y a le moins d'étrangers, c'est eux les plus racistes. Tu comprends même pas. Mais on était jeunes. Moi, à mon avis, ça vient vraiment des parents. Non, mais oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est pas génétique, tu vois. Le gamin, il est pas né raciste. C'est juste qu'en fait, quand il a vu ses parents, du matin au soir, dire « Ah ouais, c'est encore à cause d'eux, c'est eux qui profitent de l'État, c'est eux qui profitent de la CAF, c'est eux qui profitent des aides de la France, c'est eux qui ont ruiné le pays. » Le petit, à force d'avoir écouté ça, forcément au collège, quand il commence à avoir l'âge de trucs, il voit quelqu'un que ses parents ont décrit depuis des années dans sa classe, tout seul, entre guillemets, sans défense, mais forcément il va s'en prendre à lui. Et à contrario, je pense que dans les classes, justement, dans les grandes villes ou voilà, un peu plus cosmopolites, je pense que le racisme anti-blanc existe vraiment, pour avoir vécu les deux. Bah, le racisme anti-blanc, il peut exactement exister dans le cas inverse, tu vois. Tu prends un collège ou un lycée de banlieue, tu vois, où tu as une classe où tu n'as que des rebeux, des renois, tu vois, et là, tu as un Français, tu vois, au collège, souvent. Parce qu'au lycée, peut-être un peu moins. Mais franchement, ça peut arriver. Tu sais quoi, j'allais mettre dedans. Collège et lycée. Et en fait, lui, je sais pas, ça peut arriver que, je sais pas, des hits faciès, trucs, ils prennent cher à cause de plein de trucs. Parce que lui, il est pas musulman, parce que lui, il est pas de la même culture, il n'est pas le même pays, et il prend. Mais bien sûr, pour moi, c'est 100%, et pour moi, ça, je l'ai vu, et je suis totalement d'accord avec ça, qu'il faut pas le négliger, ça existe. C'est pas majoritaire, certes, mais ça existe. Moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Je veux un peu rester sur ce sujet parce que j'ai encore des questions à te poser. J'ai entendu des femmes dire dans des témoignages que parfois, tu vois, elles étaient habillées avec, je sais pas, une jupe ou un short en été. Et tu sais, on sait tous qu'il y a des quartiers où il y a majoritairement des musulmans ou des maghrébins, etc. Ouais. Et souvent, elles disent qu'elles reportent en fait qu'elles ont eu peur, qu'on les a souvent regardées de travers, parfois même insultées. Parce que par exemple, elles allaient dans un café avec une jupe. Qu'est-ce que tu en penses ? On reste quand même en France et moi j'avais besoin de ton avis là-dessus. Mon avis là-dessus, il est extrêmement clair. Une femme s'habille comme elle a envie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on est en France. Donc si une femme, elle a envie de s'habiller court, sexy, ce que tu veux, elle a le droit de le faire. Tu peux pas lui dire « change-toi ». Parce que moi, j'ai pas envie de voir ton décolleté. J'ai pas envie de voir tes jambes. J'ai pas envie de, tu vois. Parce qu'en fait, t'es en train de, entre guillemets, tu vois, faut dire les termes. Entre guillemets, t'es en train de m'attirer. T'es en train de me chauffer, genre. T'as pas à lui dire ça. Baisse la tête, trace ton chemin. T'as pas à lui parler. T'es pas d'accord, tu lui parles pas. Et c'est là où, en fait, c'est les pires ambassadeurs de la religion musulmane en France, ces gens-là. Parce que eux, quand tu vois une femme en mini-jupe, belle, magnifique, ce que tu veux, elle fait ce qu'elle veut. Elle est pas croyante. Lâche-lui la grappe, tu vois. Elle est en France, elle a le droit de se balader là où elle veut, comme elle veut, etc. Moi, je me suis fait allumer sur TikTok parce que j'ai dit que les femmes, quand elles sortent à 50, 60, 90% de leur beauté, elles peuvent se faire siffler, tu vois, se faire mater, etc. Je pense que la plupart n'ont pas compris le message que tu voulais donner. Non, mon message, il est très clair. Moi, ma femme, ce qui me concerne, ma femme, ma sœur, ma mère, j'ai pas envie qu'elle sorte habillée, mini-jupe, décolleté, talons, tu vois, cheveux au vent, maquillée comme jamais, machin. J'ai pas envie. Je ne le veux pas. Et pourquoi ? Parce que le regard des hommes me gêne. Parce que je sais qu'il y a des fous dans la rue. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont des regards malsains, appuyés, qui ont aucune pudeur, qui ont aucune dignité dans la rue et qui vont regarder cette femme comme un bout de viande. Et j'ai pas envie. Parce que malheureusement, ce mec-là a le droit de la regarder. Tu vois ? Oui, mais souvent, ce qu'on va dire par rapport à ce que tu nous dis là, c'est que c'est à eux de baisser le regard, c'est à eux de s'éduquer, enfin, c'est aux mamans d'éduquer leurs fils, etc. Bien sûr. Et il le fait pas, tu fais quoi ? Moi, c'est toujours ça mon problème. C'est que t'as beau dire éduquez vos fils, baissez la tête, ne regardez pas si vous n'êtes pas content, mais tu peux pas condamner un mec qui se retourne sur toi dans la rue, qui te regarde vraiment d'un regard forcé, tu vois, d'un regard un peu malsain, tu sais.
T'imagines, tu vois l'attitude dont je parle. Bien Tu sais, sûr. les mecs qui regardent, Oui, ils tout tournent à leur fait. langue sur les lèvres, tu sais, Ah oui, qui bah, font je des pense qu'on gestes, l'a toutes vécu. voilà, Ce qui genre font de des choses, gestes hyper Mm. déplacés. Les gars dans les transports en commun, me dites pas que ça n'existe pas. Bah, on a Les vu gars tellement dans les de cas, transports en commun franchement. qui voient une femme magnifiquement habillée, tu sais, trop classe, trop belle en été et tout, et qui viennent, tu sais, en mode frotteur. Oh, même en hiver. Hein, Mais ça franchement, je pense existe, que- ça existe. Et les femmes, elles ont même trouvé des subterfuges. Elles mettent des grosses abayas. Tu sais, j'ai déjà vu des vidéos où il y a des filles en short, crop top, avec des petites baskets, tu sais, grave dénudées et tout, en été. Quand elles rentrent, avant de rentrer dans le métro parisien ou dans les transports en commun, machin, elles mettent une abaya. Comme ça, dans le transport en commun, elles sont tranquilles. Elles sortent des transports en commun. Quand il y a beaucoup de monde, du coup, elles rentrent, tu sais, elles sortent du truc. Elles enlèvent l'abaya, elles se baladent, elles le mettent dans leur sac. Est-ce que tu trouves ça normal quand même? Enfin, moi, Mais bien sûr personnellement, que je ça me trouve pas choque. ça normal, mais bien Ça sûr. me choque. Mais c'est une façon de se protéger. Parce qu'aujourd'hui, en France, la justice, elle fait pas grand-chose. Il faut que tu te protèges toi-même. Quand tu arrives dans un quartier et une femme, elle se fait siffler, truc, tu sais, insulter, machin, pourquoi t'es habillé comme ceci, t'es habillé comme cela, tu sais, elle se fait insulter et tout. Mais je suis contre ça. Parce que toi, en tant que musulman, t'as rien à lui dire. Tu vois, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois, dans une grande ville, machin, où tu veux. Il y a des femmes qui ont des formes, qui sont trop belles, machin et tout. Elles se mettent en valeur, elles ont envie de plaire, elles ont envie de se montrer, etc. Elles ont le droit. C'est ça le truc. Mais chacun son choix. La femme qui veut pas se montrer, tu veux la forcer à se montrer? Non, Pour- ça, comme dit, c'est un autre débat, on va en parler tout à l'heure. On va rester juste sur le racisme anti-blanc encore quelques minutes, Ouais. parce que j'ai une autre question à te poser par Vas-y. rapport à ça. Et au sein même de la communauté musulmane. Bien sûr. Pour moi, selon moi, il y a une forme de racisme au sein de la communauté musulmane par rapport aux Français, aux Blancs, entre guillemets, ça peut être d'autres Mais bien sûr. origines, convertis. Bien J'ai sûr. l'impression qu'il y a quand même un gros racisme, de gros préjugés au sein même de la communauté musulmane. En France, on est beaucoup sur les Africains, parce que bon, on a beaucoup d'immigrés africains, mais on a beaucoup de racisme par rapport à ça, par rapport aux convertis. Mais bien sûr. On a des convertis français, par exemple, sur TikTok. J'en ai vu un la dernière fois sur TikTok qui en parlait, qui disait: je peux m'appeler Jean-Charles et habiter dans la Creuse. Je suis quand même musulman. Il y a un orateur, un podcasteur, je sais pas comment on appelle ça, américain, qui a dit « Heureusement que j'ai connu l'islam avant les musulmans, avant de ce que les musulmans, entre guillemets, me présentent. » Tu vois? Quand je dis que des fois, je suis persuadé que des fois, il y a des musulmans qui ont dégoûté des gens qui voulaient se convertir, tu vois, qui ont aimé l'islam, qui ont apprécié la religion, qui ont compris le fond de cette magnifique religion qui est parfaite. Mais en fait, il y a des musulmans qui les ont dégoûtés de venir se convertir, d'en apprendre plus, etc., etc. Pas tout le monde, mais je suis sûr qu'il y en a qui les ont dégoûtés. Parce qu'en fait, la religion musulmane, comme il y a un imam hyper connu, que moi j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Mohamed Bajrafil. J'aimerais beaucoup l'avoir en podcast, si jamais il tombe là-dessus, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup l'avoir en podcast parce qu'il a dit un truc simple. Il a dit, tu me donnes n'importe quel point de la législation, de la loi islamique, tu vois, je te trouve des savants et des hadiths qui te disent A, et la même chose à côté qui te disent B, qui te disent complètement l'inverse. À part, voilà, par exemple, les prières, t'en as 5, tout le monde sait qu'il y en a 5, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Mais il y a tout plein d'autres questions qui sont qui ont besoin d'explications, de jugement, et le jugement est humain. Donc, tu as des écoles, des trucs, il y a toujours une différenciation. Mais il faut jamais décourager quelqu'un de devenir musulman, de rester dans la religion, d'apprendre, d'avancer. Personne n'est parfait, tu vois. Et tu peux pas être un musulman parfait et machin, surtout en tant que converti. Tu viens te mettre ton pied là-dedans. Si ça se trouve, tu fais même pas tes prières au début, tu vois. Quand tu commences, laisse-le apprendre, laisse-le, encourage-le. Chaque musulman aujourd'hui est l'ambassadeur de sa religion. Donc, quand tu me parlais de ces musulmans qui sifflent les femmes dans les quartiers, qui leur disent « Ouais, t'as pas à être dans ce café-là parce que c'est un café d'hommes » ou je sais pas quoi, mec, ça n'existe pas en fait. Tu donnes une image aussi. Tu donnes une image, mais l'image, elle est catastrophique, tu vois. Elle est catastrophique. Quand tu vois, par exemple, des fois, je vois sur des vidéos, tu vois, il y a une promo dans un supermarché, et je vois plein de femmes voilées, abaya et tout, qui se tapent, qui récupèrent des trucs et tout. Tu sais, dans les Je pense supermarchés. qu'on l'a tous vu, je crois que c'était du Nutella. Du Nutella en promo, je sais pas quoi. Mais c'est catastrophique. Mais franchement, quand tu vois un truc comme ça... On l'a même déjà vécu, faut être honnête, Mais on l'a bien déjà sûr, vécu. mais oui, on l'a vu de nos propres yeux. Franchement, il y avait une enseigne une enseigne de supermarché qui a Où on fait- était, où on était. effectivement. J'étais dans ce marché-là, dans ce magasin-là.
il y avait une grosse promo sur plein de produits. Du shampoing, des trucs, des produits de beauté, machin et tout. Et j'ai vu des scènes. C'était terrifiant. C'était pas du gratuit, hein. Terrifiant. C'était une scène. Ça se jetait. Il y avait des caddies, plein de shampoings. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Des shampoings, des trucs. En fait, une bagarre. On dirait, franchement, on aurait dit une émeute. Et ce jour-là, on était présents sur les lieux. Et ce jour-là, on l'a vu de nos yeux. Hein. En fait, t'avais tous les... Parce que c'était un magasin où il y a plutôt fréquenté français, honnêtement. Il y a beaucoup de Français qui y vont, tu vois rarement des femmes voilées. Honnêtement, c'est un petit village où il y a beaucoup de Français. Et ce jour-là, en fait, on a vu donc du coup plein de femmes voilées remplir leur caddie, se jeter sur les produits, etc. Et on a vu les Français derrière, en fait, avec leur caddie, qui étaient choqués de la scène, qui n'osaient pas bouger, en fait, et qui avaient aussi envie de profiter de la promotion, mais qui avaient juste peur. Mais c'est terrifiant. Et franchement, j'étais dégoûtée ce jour-là parce que déjà, je fréquente ce magasin. Donc oui. Ça m'embête qu'on me stigmatise à ce genre de personnes. Cette histoire d'ambassadeur. Exactement. Et là, j'étais dégoûtée en fait d'imaginer en fait ce que les Français à ce moment-là derrière toutes ces femmes ont pensé. Et j'étais dégoûtée du commentaire de la caissière aussi quand on est passé à la caisse, qui m'a dit ah bah vous ça va, hein, c'est sympa vos courses. Hein. Enfin un truc comme ça, et c'était terrifiant en fait de se dire mais mon Dieu, enfin j'étais triste. Parce que c'est choquant. Triste, parce que c'est choquant, c'est triste, tu vois. En fait, ça me brise le cœur des fois de voir, par exemple, même sur mes podcasts, tu vois. Des fois, il y en a qui sur un podcast qui me disent, tu sais, ils ont des clips et tout. Ouais, la voilée. Parlons-en. Qu'est-ce qu'elle a à se montrer, qu'est-ce qu'elle a à parler sur les réseaux, machin. Alors surtout, ce qu'on nous reproche beaucoup sur les réseaux, c'est de parler de sujets qui concernent pas les musulmans. C'est-à-dire que nous, on aime inclure tout le monde. On est des millions de Français. On ne veut pas forcément inclure que les musulmans. C'est pas parce que je porte un voile, personnellement, que je parle que au nom des musulmans. Je vis ma foi de mon côté et j'embarque personne avec moi. C'est-à-dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais bien sûr, tu es l'ambassadrice de ta religion. Toi, en tant que converti, tu apprends, tu avances, tu fais plein de choses. Mais aujourd'hui, moi, je suis contre le fait de dire « Mais attends, elle est voilée, qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux? Qu'est-ce qu'elle fait ci? Qu'est-ce qu'elle fait ça ?» Je suis d'accord que, par exemple, si je vois, par exemple, un jour une femme voilée qui est en train de promouvoir quelque chose qui n'est pas bon, tu vois. Si aujourd'hui, notre podcast, il était sponsorisé par un site de paris sportifs et que toi, tu donnais des cotes, des machins, j'aurais compris. Oui, tout à fait. Si tu étais en train de promouvoir... je sais pas, un contenu pour adultes, ou tu sais, des dingueries comme ça, j'aurais compris. Mais là, aujourd'hui, on parle de sujets de société. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, une femme voilée, elle se lève le matin, elle fait sa prière, et puis après, elle prend le Coran, elle lit jusqu'à la prière suivante, et puis après, elle ferme, elle fait sa prière. Elle a une vie, cette femme, tu vois. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Et puis, elle a des cas autour d'elle. Une femme musulmane n'est pas forcément amie qu'avec des musulmanes, il faut le dire aussi. On est en France, on est ouvert d'esprit. On a des amis d'autres cultures, d'autres origines, d'autres religions. Et c'est pas grave, ça le fait en fait. Parce que quand t'es musulman, t'essaies d'être modéré et de le comprendre. Mais c'est ça qui... En fait, toi, en tant qu'ambassadrice, en te comportant comme ça, tu enlèves du racisme. Exactement. Tu vois? Parce que moi, j'ai déjà vu plein de fois quand je marchais avec toi, où t'as des femmes d'un certain âge, françaises, tu le vois, françaises. Mais ça, on va en parler tout à l'heure, parce que j'ai vraiment beaucoup d'exemples à vous donner par rapport à justement ce genre de cas. Quand elles voient en fait que t'es gentille, que t'es avenante, souriante, tu leur parles leur langue, en fait, t'es sympa. Pour moi, tu lui enlèves un peu de racisme de son corps, tu vois? À l'inverse, quand cette même femme va dans un supermarché, elle voit 10 voilés en train de se battre pour du Nutella, elle lui rajoute du racisme. C'est pour ça qu'on est les ambassadeurs. Donc tous les hommes, comme tu m'as dit, dans certains cafés, dans certains trucs, là, c'était surtout pour les convertis. La dernière question, c'était surtout par rapport à ça. Moi, j'avais vraiment besoin de ton avis là-dessus. J'ai aussi besoin encore, alors je t'embête encore, mais j'ai encore une question par rapport à ça. Non. Parce que c'est vraiment important, de mon point de vue, c'est vraiment important, et pour que les gens aussi le comprennent, parce que c'est pas destiné qu'aux musulmans, on le rappelle encore une fois, mais ce podcast. C'est pour ça que j'appuie cette chose-là, c'est que en tant que musulman, ne vous mettez pas dans une case où en fait, vous êtes que musulman. Un musulman, aujourd'hui, mais regardez les siècles d'avant. Regardez l'Empire perse. Regardez, tu vois, au temps du prophète. Mais on est des gens... Il y avait des grands savants dans l'islam. Il y avait des grands savants dans les pays arabes. On n'est pas réduit à être des musulmans et de ne parler que de ça. Aujourd'hui, on a des problèmes sociétaux, tu vois. Des problèmes comme le podcast, on l'avait fait sur l'infidélité. Il n'y a pas de musulmans infidèles.
Genre, ça n'existe pas, tu vois. Je pense qu'il faut être hypocrite pour dire que J'aurais pu faire un podcast sur l'alcool. Il n'y a pas de musulmans qui boivent. J'aurais pu faire un podcast sur, je sais pas, l'homosexualité. Il n'y a pas de musulmans homosexuels, tu vois. J'aurais pu faire un podcast sur, tu vois, des musulmans criminels. Il n'y a pas de musulmans criminels. En fait, il y a certaines personnes, visiblement, dans les commentaires qui disaient que vu qu'on représente la religion, on doit... Enfin, vu qu'on représente, visiblement, parce que j'ai un voile, parce que si j'avais pas mon voile et que j'étais quand même convertie musulmane, bah oui. tout le monde dirait rien. Oui. Mais on doit représenter et dire... On t'aurait insulté autrement, t'inquiète. Bah oui. Mais enfin, on doit du coup parler que de ça, donner des hadiths tout le temps, et en fait, on est les représentants de la... Alors bien sûr, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, on représente ça, mais... T'es représentante dans ton comportement, tu vois. Arrêtez de croire. Si tu... C'est même... Quand tu fais confiance, comme je t'ai dit tout à l'heure, les questions de loi islamique, il y a des interprétations. Il y a des écoles différentes. Et cet imam dont je parlais tout à l'heure, Mohamed Bajrafil, il le disait. Il le dit, il y a des écoles. Même sur la prière, tout le monde est d'accord. Il y en a 5, pas 4, pas 6. Mais la façon... Là, je te parle vraiment de quelque chose de primaire, entre guillemets, dans la religion musulmane. Dans la façon de faire la prière, il y a des grandes écoles, malikites, hanafites, etc., qui ne sont pas d'accord sur la façon de faire la prière. Alors imaginez sur d'autres questions plus larges, etc. Donc moi, mon but aujourd'hui, si tu fais confiance à quelqu'un, ça n'incombe qu'à toi. Aujourd'hui, moi, si je dis quelque chose et que quelqu'un décide de me faire confiance et de me suivre, c'est de sa responsabilité, pas de la mienne. Moi, j'ai mon interprétation, j'ai ma façon de voir ma religion, j'ai ma façon de la vivre et j'ai ma façon de l'appliquer. Et tu seras jugé seul par rapport à ça. Et je serai jugé tout seul. Exactement. Et c'est pour ça que quand tu fais confiance à quelqu'un, à un imam, à un savant, à ce que tu veux, c'est ta responsabilité. Ne mets pas ça sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est ta responsabilité. Maintenant, j'avais une dernière question donc, par rapport aux convertis. Donc, j'aime bien en parler parce qu'il y a effectivement du racisme anti-blanc parmi la communauté musulmane, selon moi. Bah oui. Et j'ai une question par rapport aux mosquées. Il y a certaines mosquées où tu n'entendras pas de prêche en français, finalement. Tu vas entendre que des prêches en arabe. Alors, bien sûr, c'est la langue du prophète. Le Coran a été dévoilé dans cette langue. Donc, bien sûr, c'est une langue riche. C'est une langue qu'on a tous envie d'apprendre. Mais au début, quand tu as envie d'apprendre ta religion, bah, tu peux te sentir exclu. Tout à fait. Mais c'est ça Et frustré. Bah oui. En fait, au départ, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, pourquoi il parlait en arabe? Parce que les gens parlaient l'arabe. Aujourd'hui, t'es en France. Va dans une mosquée. Franchement, c'est pareil, le même imam qui l'avait dit, Mohamed Bajrafil. Je le cite encore une fois. Il pose la question. Si tu vas dans une mosquée, tu dis à tout le monde, qui parle l'arabe? Levez la main. Tu verras quelques mains se lever. Quelques personnes âgées, quelques personnes de plus de 40 ans, lever la main. Tu vas dire, qui parle le français? Il y aura beaucoup plus de mains levées. Donc aujourd'hui, moi je trouve que aujourd'hui même, il y a certains imams qui parlent un peu mal le français, tu vois. Mais ils essayent quand même. Au moins, ils font l'effort. Ils font l'effort de parler en français, de faire, de parler en français. Je trouve ça super important, même pour quelqu'un qui s'intéresse à la religion. C'est des personnes très ouvertes d'esprit, qui vont peut-être juste aller dans une mosquée pour voir ce que c'est et pour pas se donner d'a priori, etc. Si tu leur parles pas en français, ils vont penser quoi? Après, là, le communautarisme, comme on le dit souvent, tout d'un coup, bah, ça bascule un petit peu là-dedans. Parce qu'en fait, tu te dis, mais attends, tous les gens qui ont envie dans ce pays de s'intéresser, ils ont même pas l'occasion, en fait, parfois. Mais à force, justement, d'avoir des gens comme nous qui l'ont demandé, qui l'ont dit, là, petit à petit, il y a beaucoup de mosquées que je connais, que j'ai fréquentées, qui parlent en français, qui vraiment essaient... Qui font les deux, parfois. Voilà, qui font l'effort, de faire les deux, de parler en arabe et en français. Et voilà, c'est très, très bien. Mais nous, là, je parle vraiment de la communauté large, de la communauté musulmane en France, par exemple. Tu peux pas, être condamnateur, tu vois, être juge. Il vient de se convertir. Elle vient de se convertir. On prend une femme, parce que de toute façon, tout le monde tape que sur les femmes. Alors de toute façon, quand une femme se convertit, en général, ce qu'on va lui dire, c'est que tu l'as fait pour ton mari, on t'a incité à le faire. De toute façon, c'est jamais... rares sont les gens qui vont dire ah bah tiens, elle s'est convertie parce qu'elle s'est intéressée à cette religion, etc. Non, on va tout de suite dire bon bah c'est ton mec, c'est ton mari, tu t'es converti. Bien sûr. C'est toujours le problème. En fait, comme dit, on est ambassadeur. Aujourd'hui, une femme qui vient, par exemple, aujourd'hui, elle se convertit. Ok? Tu peux pas lui dire tout ce que t'as fait, tu l'oublies, t'effaces ta mémoire. Aujourd'hui, t'es une nouvelle personne
et tu changes tout d'un coup. Tout de suite. C'est-à-dire que tu Tout mets de le suite. voile, tu t'habilles légiféré. Voilà. Tu jettes ta garde-robe, tu oublies changes tout. tu oublies tout, quoi. Voilà, tu dégages tout. Je veux Tu plus fêtes rien plus voir. Noël parce que parfois Voilà, il fêtait non, Noël avec les parents. Tu finis tout. Elle se convertit toute seule. Tu vois, allez. Mais laisse-la être dans son cheminement. Tu vois. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans, que ce soit sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok, machin, ils te défoncent. Et t'es musulman. Ils te Mais défoncent. parfois, c'est même pas les convertis. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai Ouais. l'exemple d'une fille sur TikTok que j'aime beaucoup parce que voilà, elle parle, elle s'exprime, etc. Et cette fille-là, elle se fait défoncer tout le temps pour son voile mal mis. Et ça me rend folle parce qu'en fait, c'est un cheminement. Laissez-la faire son cheminement. Enfin, avec les commentaires comme ça, en fait, les commentaires, c'est rarement des commentaires de Français qui disent enlève ton voile. Hein. Ça, t'en vois un de temps en temps. La vérité, c'est que c'est souvent des musulmans, parce que je mets vraiment des parenthèses, hein. Pour moi, un musulman ne critique pas un cheminement, mais souvent c'est ces gens-là en fait, c'est la propre communauté qui va te dire tu mets pas bien ton voile, enlève ton voile, ça c'est pas comme ça qu'il faut le mettre, t'es pas bien légiféré, t'es pas voilé. En fait, c'est tout le temps ça. Elle se prend tout le sur temps mes ces vidéos, commentaires. sur mes propres vidéos, où les clips qui ont fait 300 000 vues, ceux qui sont venus, entre guillemets, me prendre la tête, c'est des musulmans. On parle d'un sujet qui est l'infidélité sur le podcast, sur l'ancien podcast. L'infidélité touche toutes les religions, toutes les communautés, tous les hommes et femmes. Et pourtant, on n'affirme pas que c'est bien. et on n'affirme pas que c'est bien, surtout c'était ça. On n'affirmait pas que c'était bien. On citait des cas, des témoignages, on débattait. C'est un sujet sociétal, comme je disais tout à l'heure. Mais mais c'est qui cette voilée qui se montre sur les réseaux? Qu'est-ce qu'elle a à se montrer? Nanani, nanana. Ça n'a rien à voir. On discute d'un sujet, de fait, de vie. Donc aujourd'hui, pour moi, je me vois pas réduire l'homme musulman ou la femme musulmane à sa religion. Cet homme n'est rien d'autre que musulman. Cette femme n'est rien d'autre que musulmane. Elle sait pas travailler, elle a pas de cerveau, elle peut pas avoir une réflexion, elle peut pas parler de sujets de vie, elle peut pas, tu vois, elle parle que de sa religion ou elle dit rien. Mais non, elle est voilée, on parle de sujets et c'est un podcast qui est dirigé pour tout le monde. Celui qui veut le voir et qui s'intéresse au sujet, il peut regarder et il ne sera pas mis de côté. Moi, c'est ma vision et je la garderai. Eh ben écoute, merci en tout cas pour cet avis-là. Franchement, je trouve ça super réfléchi et j'espère que ça va vous parler. Maintenant, j'ai une autre partie que j'ai envie d'explorer un petit peu avec toi. Pourquoi certains Français deviennent racistes ? Moi, j'ai une réponse, j'ai déjà des petites réponses que j'ai envie de partager, mais j'ai besoin de ton avis. Est-ce que selon toi, c'est par rapport parfois à certaines expériences de vie ? Mais bien sûr. Mais c'est totalement lié. T'as ce truc, aujourd'hui en France, malheureusement, les chaînes d'infos, aujourd'hui, c'est simple. Quand il y a un cas qui est commis, je sais pas, je dis un truc bête, un truc bateau, une voiture brûlée, ok ? Il y a une voiture qui est brûlée, quand les chaînes d'infos vont en parler, ils vont dire la voiture a été brûlée dans cette ville-là par Rachid Ben je sais pas quoi. On va bien citer le nom. On va bien citer le nom, on va bien mettre l'accent. On va même mettre la photo parfois si on Voilà. l'a. Un autre cas. Je sais pas, il y a eu je prends le même cas, une voiture brûlée dans un patelin français. Ou dernièrement, on peut prendre ce cas-là, donc ce Français qui a buté des migrants. Non mais oui, là je parlais vraiment de cas simples, tu vois, de Ok, voitures ouais, brûlées. plutôt simple. On prend une autre voiture brûlée dans un patelin, dans un village du Nord-Pas-de-Calais, où il y a zéro arabe, zéro truc. Il y a une voiture qui est brûlée, et on va dire et une voiture a été brûlée dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le village. La mairie a appelé une dépanneuse pour chercher la voiture, nanana. On va rien préciser du tout. Même si le gars il s'appelle Thomas, je sais pas quoi, on va jamais le préciser. Donc ça met déjà, tu vois, ça donne le ton. Et puis après, tu as une deuxième chose de ce qui se passe en fait sous tes yeux dans la vie. Cette personne qui vient de voir ce cas où elle voit en fait un arabe, un noir, un étranger commettre un délit, un crime à la télé. Elle sort, on lui grille la priorité en voiture. Si le chauffeur de la voiture, c'est une femme voilée ou un musulman, ou un gars qui me ressemble avec une barbe, ce gars devient raciste. Ce gars dit BFM avait raison, CNews avait raison, regarde ce qu'ils font. Tu vois ? Ce même gars, il va au supermarché, il voit 10 voilés qui se battent pour du Nutella, il dit c'est ça, eux c'est ça. Eux je veux pas, eux c'est qui ? C'est des musulmanes, on veut pas de l'islam en France. Le gars devient raciste instantanément. C'est pour ça que les comportements des musulmans aujourd'hui ont un impact énorme. L'impact que toi t'as
que moi j'ai, que d'autres musulmans, d'autres influenceurs musulmans, d'autres ont, est juste exceptionnellement grand. Même dans la vraie vie, tu vois. Quand je disais que les marchés de Noël, tout ça, arrêtez de faire les mecs à vous offusquer, ouais, les marchés de Noël, les sapins, je sais pas quoi. La France est un pays chrétien, historiquement. Donc, qu'est-ce que t'as à faire le mec, ouais, non, le marché de Noël, si, ça. Mais bien sûr, respecte, t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas, tu vois. Mais si t'y vas pour, entre guillemets, faire n'importe quoi et montrer, tu vois. Il y a encore quelques jours, attends, il y avait une image, il y avait genre 4-5 gars dans une gare ou je sais pas où, sur un piano. J'ai vu. En train de le fracasser, le piano. J'ai envie de dire, mais les mecs, mais vous faites quoi? Ils avaient quoi? Des TN, des survêtes et des têtes de rebeux. C'est quoi l'image que ça donne? Le Français qui passe là, tu sais, qui le matin a vu un truc sur BFM. Il passe, il voit ces 5 gars en train de fracasser un piano dans la gare. Il va rien faire, tu vois. Il va rien faire, entre guillemets, parce qu'il va pas aller s'interposer. Pourquoi s'interposer? Même moi, je m'interposerai pas, tu vois. Ils sont 5, je vais pas m'interposer. Mais le gars, à l'intérieur de lui, il va dire, c'est ça en fait. Les Maghrébins, tu vois, c'est ça. L'islam, tu vois, c'est ça. Eh ben, j'ai un super gravissime. exemple par rapport à ça personnel. J'ai une amie donc, qui n'est pas musulmane, qui est spirituelle de son côté, mais qui n'est pas du tout musulmane, et à qui j'ai beaucoup de mal à parler de religion. Elle a vraiment du mal, j'ai essayé d'avoir des débats avec elle par rapport à ça, pour expliquer un petit peu mon point de vue ou autre, mais on n'arrive jamais vraiment à s'entendre là-dessus. Et en fait, j'ai cherché un peu à comprendre pourquoi on n'arrivait pas à avoir ce débat là-dessus, parce que j'ai des amies non musulmanes, oui. En fait, j'ai plein d'amis de plein de cultures différentes, et ça me va très bien comme ça. Et cette fille-là, du coup, donc cette gentille fille, finalement, m'a dit que elle est partie en Thaïlande la dernière fois avec son copain et un groupe d'amis. Et en fait, quand ils sont allés en Thaïlande, tout était très beau, très respecté là-bas. Il y avait beaucoup de respect. Et en fait, le non-respect qu'elle a vu à chaque fois dans chaque lieu où elle était en Thaïlande, à Pattaya. On va pas se mentir. Elle m'a dit dans un terme un peu mauvais. Mais voilà, elle m'a dit en fait, c'est les Maghrébins. Il y a qu'eux qui respectent pas. Et en fait, elle a associé les Maghrébins à l'islam, et en fait, du coup, c'est automatique. Quand je lui en parle, elle est fermée, elle arrive pas, et je lui dis, mais écoute, c'est pas, la religion, c'est pas ça, c'est pas ces gens-là, essaie de pas regarder ces gens-là, et plutôt de t'intéresser vraiment à ce que j'essaie de t'expliquer, mais elle n'y arrive pas, en fait, c'est un blocage par rapport à ce qu'elle a vécu. Bien sûr que c'est un blocage. Quand tu vas en Thaïlande, tu vois les mecs qui louent des motocross et qui font des wheelings à Pattaya, et que tu vois que c'est des rebeux, pour moi, ce gars-là, tu vois, c'est un gars. Il condamne tous les Maghrébins de France. Aujourd'hui, tu descends, tu vois un Maghrébin en train de faire n'importe quoi, il condamne tous les Maghrébins. Tu vois un Noir sortir dehors, faire une bêtise. Quand je dis bêtise, c'est délit, tu vois, un truc que tu vois. Il condamne tous ceux de sa communauté et l'islam en même temps. C'est ça qui est insupportable. C'est que des fois, je me dis, je peux pas les blâmer, les mecs. Tu vois, regarde ce qu'ils voient. J'ai vu un reportage. Bâtiment nouveau construit à Paris, machin. En dessous, il y a quoi? Tu sais, il y a genre des petites allées un peu commerciales. Tu sais, il y a des petits restos, machin, au rez-de-chaussée. Des bâtiments, et puis voilà. En bas, il y a quoi? Une dizaine de rebeux, scouts. Ça fait des roues arrière tout le long. Toute la journée. Oui. Et ils arrivent pas. Et l'autre, il fait quoi? Il n'arrive pas à faire de sieste. Et il n'arrive pas à faire dormir ses gosses à l'heure de la sieste. Mais on a vu ça, c'était une famille qui avait emménagé effectivement dans un nouveau quartier, il y avait tout le temps ça. Voilà. Et en fait, du bruit sans cesse, et puis surtout du danger pour les enfants. Sa fille avait failli se faire renverser de 8 ans quand même. Et du coup, tu sors sur ton balcon, tu baisses la tête, tu regardes, il y a qui en bas? Tu vois quoi? Des rebeux et des renois. Tu deviens automatiquement raciste. Et ces gens-là, et comme tu as dit, ils sont directement ça affecte liés, toute une communauté. Voilà, ils sont directement liés aux musulmans. Donc, parce que le Maghrébin ou l'Africain, tu sais, de peau noire, qui est gentil, qui est sympa, qui travaille, qui sert la société, qui paye ses impôts, qui ne s'affiche pas, qui est discret. Et je vous assure qu'il y en a. Il y en a tellement. On en connaît tellement. C'est Abdel Malik, à l'époque, le slammer, qui l'avait dit à l'époque, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Il l'avait dit en plein plateau télé. Et c'est réel. Ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Du bruit. Quand t'es 10 à faire du bruit, ou des millions à vivre calmement et gentiment et en respectant les lois de la République, qui fait plus de bruit? C'est les 10 mecs en scooter, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens voient ça à la télé,
au truc, bah forcément les chaînes médias n'aident pas. Ah bah elles aiment faire du sensationnel. Hein. Bah, de toute façon, si tu dis quoi, on l'a vu bah, sur... il s'appelle, je sais pas, il s'appelle Rachid, il est très gentil, il va à la mosquée, il fait sa prière, il rentre à la maison, il est très calme, il fait pas de bruit, il respecte tous ses voisins, il est gentil. Mais tout le monde n'a rien à faire. Mais même pas que ça. Il y a, sur CNews, on a Face à l'info, où ils parlent du grand remplacement, ou des choses comme ça. Ils ont des discours comme ça. Donc ils attisent clairement ça. C'est leur feu, c'est le feu de l'émission. Bah oui, mais parce que sinon tu fais pas de vue. Mais quand tu parles de ça et que derrière... Si c'était l'inverse, tu vois, si la personne, elle voit une chaîne télé en train de parler, comme tu as dit, de grands remplacements, de je sais pas quoi, et que la personne, elle sort, et qu'elle voit des gens sympas, gentils, tu vois, qui n'ont rien à voir avec ce qui est montré à la télé, ça changerait tout. Mais la vérité, c'est qu'il suffit d'une fois pour quelqu'un qui ne connaît rien à la religion, qui ne connaît rien aux communautés, de voir une bêtise dehors. Ce gars, son racisme est confirmé et ancré chez lui. Et pour moi, c'est grave. C'est malheureux. C'est malheureux. Non, c'est malheureux, mais c'est même pas malheureux, c'est grave. Parce qu'en fait, tu condamnes tous tes semblables, tu condamnes peut-être tous les musulmans, et juste parce que toi, tu veux pas arrêter de faire des roues arrière dans ton quartier, tu vois. Ou toi, tu veux pas arrêter de te jeter sur des promos quand c'est, je sais pas moi, un Nutella acheté, un Nutella offert, tu vois. C'est des trucs comme ça qui me paraissent surréalistes. Mais la vérité, c'est que ça se passe. On le vit. Personnellement, ça, c'est nos exemples. Je suis sûre que vous en avez d'autres, vous pouvez nous les dire en commentaire. On a tous des exemples comme ça qu'on a vus qui nous ont désespérés. J'ai encore un exemple, une fois, donc je marchais dans la rue et il y avait une jeune fille voilée avec sa maman, et une jeune fille, oui, elle doit avoir peut-être 25-26 ans, avec sa maman qui était voilée aussi. Et une petite mamie, en fait, je sais plus, elle les a bousculés ou sans faire exprès, elle était avec une canne, donc j'imagine qu'elle a pas fait exprès, honnêtement. Et elle s'est pris des mots, des gros mots dans la tête, mais comme si on lui avait... comme si elle lui avait arraché son voile. Honnêtement, j'ai vu cette scène de mes propres yeux. J'étais choquée. Bah oui. Je dis, qu'est-ce que tu représentes face à cette petite dame qui est déjà peut-être, au fond, un peu raciste en regardant les chaînes d'infos? Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Qu'est-ce qu'elle va penser après que tu lui aies lancé toutes ces insultes à la gueule? Et derrière, t'as des groupes politiques qui vont dire, si vous voulez qu'on règle le problème, votez pour nous. On va régler votre problème. Qui vont en profiter, qui vont surfer sur la vague, bien sûr. Donc cette mamie, elle va voter pour qui? Elle va voter pour le parti qui lui aura dit « Vote pour moi, je vais te dégager tout ça ». Et franchement, c'est légitime quand tu vis des trucs comme ça. Mais bien sûr, c'est légitime. C'est pour ça que je te disais, c'est légitime. Des fois, les racistes, tu peux même pas leur en vouloir. Ou quelqu'un qui ne veut pas, tu vois, quelqu'un qui vit comme ça. Il fait un investissement, l'investissement d'une vie, tu vois. Il achète un appart pour le mettre en location. Et que lui, il a déjà vu plein de cas comme ça. De maghrébins, d'africains, de musulmans qui, entre guillemets, ont foutu, tu vois, il va faire quoi? Mais il va automatiquement dégager tous les dossiers de maghrébins ou de trucs, d'africains, de ces demandes de location. C'est mort, tu vois. Il devient raciste automatiquement. Effectivement. Alors maintenant, on va passer sur un dernier sujet. Enfin, ouais. J'en ai encore deux à te présenter, mais celui-ci me tient vraiment à cœur. C'est sur le voile et la stigmatisation, et surtout ce qu'on entend et ce qu'on vit réellement par rapport à ça. Ouais. Souvent, donc on dit que quand on est voilé, justement, il y a énormément de racisme, il y a beaucoup plus de racisme, on vit des choses pas cool, etc. Effectivement, on a vu des vidéos où des femmes voilées se faisaient agresser, où des femmes voilées se faisaient enlever leur voile, se faisaient insulter, etc. Donc ça, on le voit. Mais la réalité des choses, on voit aussi, ça c'est mon expérience personnelle encore, j'en parle, c'est vraiment mon expérience personnelle. Depuis que je suis voilée, je vois énormément de gens, de Français, de Françaises, très gentils avec moi. J'ai pas vu beaucoup, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de racisme depuis que j'ai mis le voile. Alors est-ce que, justement, le racisme, c'est vraiment ces gens-là qui sont enfermés chez eux finalement et qui voient pas la réalité, qui regardent juste la télé? Est-ce que c'est chez tout le monde? Est-ce que finalement tout le monde est un peu raciste, n'ose pas le dire? Ou est-ce que vraiment c'est une fausse réalité? Parce qu'on le vit pas forcément au quotidien. Mais je pense que si tu commençais, je sais pas, peut-être à postuler à des emplois dans des entreprises, etc., avec une photo de toi voilée, je pense que tu te ferais pas appeler. Parce que je pense que ton voile va t'empêcher, entre guillemets, de travailler à certains postes. Mais dans la vraie vie, à partir du moment où il y en a, ils jaugent. Quand tu rentres dans une boulangerie, dans un truc, tu sais, quand tu croises quelqu'un qui te fait un sourire, tu lui fais un sourire en retour, tu lui dis bonjour. Cette personne, elle se détend, ça se calme. Tu brises un peu la glace. Tu brises la glace. Tu rentres dans une boulangerie souriante, bonjour. La personne en face, elle va automatiquement devenir, tu sais, le positif attire le positif.
Donc, si tu es positive dans ton attitude, dans ta façon de faire, dans le truc, si tu es aigri, tu tires la tronche et que tu es désagréable avec les gens, ils vont faire quoi? Ils vont pas dire que toi, tu étais méchante. Ils vont dire que c'était une voilée qui était méchante. C'est ça la différence. C'est ça qui fait que toi, tu as plus de responsabilités que d'autres gens. Si moi, par exemple, je vais dans un truc, je sais pas, je fais un problème. Peut-être que sur le coup, personne va rien me dire, tu vois. Ils vont se dire, attends, pourquoi je vais m'attirer des problèmes avec lui? Mais en souvenir, ils vont garder quoi? Qu'un genre de gros barbu avec une casquette, c'est très mal comporté, donc lui, c'est un problème. Donc tous ces semblables, c'est des problèmes. Je pénalise qui? Je pénalise les hommes barbus et qui, à 99%, appartiennent à la communauté musulmane. C'est ça qui fait que, par exemple, des fois, je prends tellement sur moi quand on me manque de respect, tu vois, dehors, quand on me bouscule, quand, tu vois, j'ai des problèmes, ou quand, par exemple, on me cède la priorité, machin, tu sais, on me fait des gestes, tu vois. Des fois, je vois des papis, des trucs, tu sais, qui me font des gestes et tout en voiture. Des fois, tu sais, à l'intérieur de moi, je suis bouillant. Je me dis là, je descends et ça part en vrille. Après, je me dis non, calme-toi. Parce que si tu fais un truc comme ça, vraiment, tu condamnes tout le monde. Dans chacun de mes faits et gestes, je fais attention. Parce que je me dis que je transporte tout l'islam avec moi. Que j'ai tous les musulmans avec moi. Et chaque musulman aujourd'hui en France, je pense, devrait se dire ça. Que si je me comporte mal en public, je ramène toute ma religion et tous les gens de ma communauté avec moi. Et c'est ça que tout le monde fait pas. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des gens qui sont, je pense, honnêtement, en France, il y a énormément de Français qui sont très bien attentionnés par rapport à la religion, au voile, etc. Le voile, c'est qu'un tissu sur la tête. Mais franchement, par rapport à ça, j'ai eu tellement d'appréhension avant de le mettre. J'ai eu tellement peur de ce qu'on m'a dit. Et j'ai vu tellement de facettes que j'aurais pas pensé voir, de personnes âgées, par exemple au magasin, qui discutaient avec moi, de tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, des comportements normaux, des gens qui ont aucune appréhension par rapport à ça et qui le vivent très bien, qu'il y ait des musulmans en France. Bien sûr. Par contre, il y a quand même l'autre facette, ok ? Il y a quand même l'autre facette, la facette des gens qui regardent BFM, qui n'ont pas envie d'en savoir plus, ou qui ont parfois une très mauvaise expérience. Et ces gens-là aussi, ça reste pour moi un problème. Dans le sens où ils pensent que, par exemple, le voile, c'est une menace pour la culture française. Et j'ai du mal avec ce genre de propos qu'on entend quand même souvent, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, beaucoup sur Twitter quand même, des pages entières complètement racistes, qui vont commenter des choses vraiment gênantes, ou des commentaires sur TikTok aussi parfois, des gens qui disent juste enlève ton voile, t'es en France, ou des choses comme ça. Il y a quand même ces gens-là, on va pas le nier, ok, il y a beaucoup de gens très gentils, mais il y a quand même ce côté-là, et en fait ces gens-là ils ont peur, ils pensent qu'on menace en fait la culture française, que ça émerge beaucoup trop, que c'est pas normal qu'on est en France et qu'on devrait pas le mettre en France, parce que c'est justement un pays laïque, et vu que c'est un pays laïque selon leur logique, alors dans ce cas, on doit pas afficher un signe religieux, que ce soit une kippa ou un voile, c'est pas normal de l'afficher parce qu'on est dans un pays laïque, on doit respecter la laïcité dehors. On peut le pratiquer chez nous. Ça, c'est leur logique. Mais bizarrement, c'est que les femmes voilées le problème. Parce que quand tu vas dehors et que tu vois une fille complètement, tu sais, gothique, elle a un truc noir sur la tête, elle est déguisée, on voit pas son visage, elle a des grosses bottes avec des trucs en métaux dessus, tu sais, gothique, on dit rien. Quand tu vas par exemple dans des villes où il y a beaucoup la communauté juive, personne ne leur dit rien. Et pourtant, on les reconnaît de loin. Quand tu vois des gens qui portent des croix, des sœurs, des gens qui sont, tu vois, des mamies des fois. Des orthodoxes qui mettent souvent un foulard. Qui mettent un foulard et tout. Il n'y a pas de problème. Qui est le problème? Les musulmans. Et on tape sur les musulmans à chaque fois. Et ça devient compliqué. Mais le problème, il est là, c'est que aujourd'hui, les gens, des fois même, c'est par ego. Ils en viennent tellement à détester l'islam, la religion, que le moindre signe qu'ils peuvent voir devient un truc à descendre, tu vois. La barbe, le voile, et tout plein de trucs, tu vois. Le moindre signe, ils essaient de le dénoncer. Mais la France, c'est pas ça. C'est aujourd'hui mais c'est là où le problème. Tu vois, quand tu me disais tout à l'heure qu'une femme en mini-jupe, décolleté, talons et tout, elle se fait siffler. Les Français voient ça, ils disent, nous, on va faire la même chose. Par ego, tu vois. Alors nous aussi, si eux, ils sont pas d'accord avec nous dans certains quartiers, avec notre façon de vivre, nous aussi, on va pas être d'accord avec eux. Par ego, ils vont rentrer dans le système bout. Voilà, exactement. On va rentrer dans un sorte de face-à-face, qui n'est pas du tout bon.
Tu vois, parce qu'il y a rien de bon qui va sortir de ça. Si aujourd'hui chacun faisait entre guillemets ce qu'il voulait, ce serait plus facile. Mais pourquoi ça dérange moins dans certains pays? Enfin, je veux dire, comme l'Angleterre ou autre, ça dérange carrément pas. Personne n'en parle. Ici, c'est vraiment le débat. Tous les ans, t'as le débat du voile qui arrive. Allez, c'est parti. On a un mois de débat de voile, de débat d'abaya, etc. On voit pas ça dans d'autres pays, au Canada, en Angleterre. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de pays où on voit pas ce genre de débat. Bien sûr, ça doit exister. Les cas de racisme, etc. existent aussi. Mais c'est quand même moins visible qu'en France. Parce qu'il y a pas mal de raisons. Moi, je pense que la principale, comme je t'ai dit, aujourd'hui, le pouvoir d'achat, la pauvreté, je pense que c'est la raison principale. Et tant que la population se tape dessus entre elles, elle va pas taper sur le gouvernement. Je pense que c'est le principe le plus basique qui soit, c'est le fameux diviser pour mieux régner. C'est vraiment ça. Parce que tant qu'on parle du voile, tant qu'on parle des musulmans, on parle pas du chômage, on parle pas du pouvoir d'achat, on parle pas du fait que le gouvernement fait de la merde, on parle pas de tout plein de trucs. Donc tant qu'on ne parle pas des vrais défauts, des vrais problèmes de la société, tant qu'on se concentre sur le voile, les musulmans et tout ce qui va avec, ça convient parfaitement à tout le monde et on rentre là-dedans. La vérité, c'est que le problème aujourd'hui, c'est pas le voile. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter de la marque. Il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter assez de courses. Parce qu'aujourd'hui, avec 100 €, ton caddie, il n'est pas plein. Tu vois ? La réalité des choses, elle est là. Mais tant qu'on part du voile, tant qu'on s'embrouille, tant qu'on me dit, ouais, en fait, le fait que tu n'arrives pas à remplir ton caddie avec 100 €, c'est à cause de qui? C'est à cause des immigrés. Parce que les immigrés, ils profitent de la France. Parce que les immigrés, ils ont la CAF. Parce que les immigrés, ils s'enrichissent sur ton dos. Parce que les immigrés ci, parce que les immigrés ça. Tu vois? Tant qu'on est on trouve une raison à tous ces gens-là, tu sais, qui n'ont pas assez de sous à la fin du mois, qui n'arrivent pas à se faire plaisir, qui n'arrivent pas à partir en vacances, qui n'arrivent pas, entre guillemets, à manger à leur faim. On leur trouve une raison. La raison de leur malheur, c'est ça. Et tant qu'on reste là-dedans, tu contrôles tout. En tant que gouvernement, tu contrôles tout. Parce que tant que eux, en bouc émissaire de leurs problèmes de pouvoir d'achat, de chômage, du fait qu'ils n'aient pas d'argent, etc., ils ont une raison, et la raison c'est ça, c'est les grands remplacements, c'est les immigrés qui prennent toute la place de toute façon, et ils nous volent notre travail, ils nous volent notre argent, et en plus, ils veulent nous imposer leur religion, et en plus ils veulent nous imposer leur façon de vivre, etc. Le peuple se tape dessus entre eux. Et tant que tu es occupé à fabuler, à parler d'islam, de religion, de femmes voilées, de machin, tu parles pas du gouvernement, ils gagent de l'argent, des emplois fictifs, tout plein de trucs comme ça, tu vois, où t'en parles pas, donc ça les arrange. Et donc où tu laisses, c'est pas grave. Et par rapport aux féministes, pour revenir un petit peu sur le sujet, par rapport aux féministes qui vont dire que c'est une oppression de mettre le voile et que c'est pas forcément un choix personnel. Comment concilier le féminisme et le voile? Puisque personnellement je suis voilée et féministe, et c'est un choix personnel aussi, faut le dire, c'est un choix personnel. Comment leur faire comprendre que oui, il y a des femmes qui font le choix de porter le voile et que c'est pas parce qu'en Iran on leur impose dans certaines parties de l'Iran que c'est le cas aussi pour nous en France. Les féministes veulent toujours que tu sois féministe à leur manière. Parce que si tu es féministe à ta manière, ça va pas. Exemple simple. Si tu es féministe comme elle le veut, c'est-à-dire tu es dénudée, cheveux au vent, maquillée, habillée sexy et tout, là tu es féministe, c'est bien. Tu es féministe. Par contre, si tu es féministe et que tu n'as pas envie de te montrer, tu as envie de te couvrir la tête, etc., là, tu n'es plus féministe. Là, on te l'a imposé sûrement. Et tu ne veux pas l'entendre. Et c'est cette fameuse expression « nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ». T'as beau te taper par terre, crier sur tous les toits que ton voile, c'est toi qui l'as mis, parce que tu as envie de te couvrir, parce que tu as envie de t'approcher de Dieu, parce que tu n'as pas envie qu'on te regarde dans la rue, tu n'as pas envie de ci, tu n'as pas envie de ça, tu as envie de ci, tu as envie de ça. Elles en ont rien à faire. La seule chose qu'ils retiennent, c'est que tu es voilé. Voilé égale islam. L'islam, c'est une religion, ils vont te dire, de persécution, de domination, de réduction de la femme, etc., etc. Les femmes n'ont aucun droit. Et du coup, c'est forcément quelqu'un qui te l'a imposé. Il y a tout plein de femmes qui disent « Mais j'ai même pas de frère !» Et mon père, il en a rien à faire de que je mette le voile ou pas. Mais je l'ai mis parce que je suis dans un cheminement, je suis dans une croyance, je suis dans un développement personnel. Et que je l'ai mis, tu vois. Mais elles veulent pas l'entendre.
Et du coup, ça dessert aussi, je trouve, la cause féministe. Parce qu'en fait, quand on a des revendications par rapport aux femmes, par rapport à plein de sujets, ça peut être le salaire, ça peut être plein de choses. Quand on a envie de revendiquer ces choses-là, en tant que femme musulmane et voilée, parce que, bon, bref, c'est un tissu sur la tête, vraiment, on en fait un plat pour pas grand-chose. C'est tellement triste, ça réduit vraiment le féminisme, finalement, cette forme de féminisme à rien, en fait, à du néant. Et en fait, c'est pour ça aussi souvent, on les écoute plus. On les écoute plus parce que déjà, là, celle que tu écoutes plus, c'est les Femen, tout ça. Oui, mais... là, je parle vraiment des groupes un peu extrémistes de féministes qui mettent des voiles sur la tête et qui l'enlèvent seins nus. Enfin, tu vois, mais les moi, scènes je pense que le féminisme, il doit être dans le sens où tu laisses la femme choisir. Aujourd'hui, les femmes qui ne sont même pas croyantes, elles s'habillent de façon, tu vois, couverte, elles veulent pas se montrer, elles aiment pas le regard des hommes, tu vois, elles essaient d'avoir, tu vois, d'aller dans des endroits où il y a pas trop d'hommes, machin et tout. Elles ont rien à voir avec la religion. Mais si t'es voilé, tu vois, ce fameux voile, il dérange, tu vois. Et en fait, elles sont parties du principe qu'à partir du moment où tu mets le voile, t'es plus féministe. Il y a plus de ça. C'est fini. De toute façon, toi, t'es dominé par ton homme, par ton frère, par ton père, par qui tu veux, mais juste t'es dominé. Tu vois, t'as le voile. Elles connaissent pas. La vérité, je vais te le dire, elles connaissent pas les daronnes de quartier. Je te le dis. Parce que les patronnes à la maison, c'est elles. C'est la femme voilée, mon pote. Tu peux pas faire ce que tu veux avec elle. Elle te défonce. Elle défonce le père, le fils, les enfants, tout le monde. C'est elle, la patronne. Tu l'écoutes ou tu dégages. C'est vraiment... Mais elles ne le savent pas. Elles vont te prendre le cas... l'exception, la femme qui pleurniche parce que quelqu'un lui a mis le voile. Et voilà, donc l'exception va faire la règle et pas l'inverse. Alors, je vais te donner la définition de la laïcité. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression et de leurs croyances ou convictions, ok ? Donc ça, c'est littéralement sur le site info.gouv. Maintenant, par rapport à ça, du coup, les gens qui disent que justement, s'habiller avec une abaya ou un voile, bah c'est pas dehors, hein. Je te parle bien dehors, pas forcément dans les institutions ou autres, c'est discutable encore, mais dehors, bah justement, c'est pas dans le principe même de la laïcité, c'est pas valable. Mais cette histoire de tenue vestimentaire, elle est arrivée bien avant l'islam. Parce qu'en fait, c'était une façon de distinguer une communauté. Et la loi, quand elle est sortie, 1904, je crois, c'était de dire que l'État est dans l'incapacité de distinguer une tenue. Parce qu'à l'époque, le débat, c'était quoi ? Parce que si tu veux être reconnu en tant que chrétien, tu mets un habit, je sais pas, tu sais, une sorte d'abaya, tu vois. Si on te l'interdit, tu vas mettre autre chose. Si on t'interdit... Aujourd'hui, c'est comme si tu disais à des femmes... Aujourd'hui, si un jour ça arrive, on interdit le voile aux femmes musulmanes dans la rue. Je pense, elles vont faire quoi ? Elles vont trouver des tenues, d'autres alternatives, tu vois, des bonnets, des casquettes, de ce que tu veux, pour trouver une alternative au voile. L'idée, c'est ça, c'est qu'ils se sont dit qu'à partir de maintenant, la laïcité, c'est ça. C'est qu'en fait, l'État ne distingue pas un citoyen d'un autre sur sa tenue, sur ses croyances, etc. Mais par rapport à la définition que je t'ai donnée, on est d'accord que ça correspond pas à la définition qu'ils donnent sur leur site officiel. Puisqu'en fait, là, ils disent que la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Bah oui. Donc littéralement, en fait, que dans un pays laïque, on a le droit de pratiquer la religion qu'on veut, on a le droit de pas croire, on a le droit de croire. Oui. Donc en quoi l'habit serait contre ce principe de laïcité ? Mais c'est exactement... C'est aussi les objectifs de la charia. Cet imam, je le reprends encore une fois, Mohamed Bajrafil, il disait que dans les 5 objectifs de la charia, de la loi islamique, parmi ces 5, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Tu n'as pas à forcer quelqu'un à être musulman, à devenir musulman ou à faire quoi que ce soit. C'est la même chose. Dans un pays comme la France, tu peux pas forcer quelqu'un à mettre le voile, à s'habiller d'une certaine façon, etc. Tu peux pas dire, ok, toi, bah, tu vas mettre cette tenue-là maintenant. Donc, quand on dit que le voile a été imposé aux femmes musulmanes, je pense qu'on parle d'une minorité très très petite. La plupart, elles le mettent toutes seules. Donc, la laïcité, elle garantit ça. Que la femme musulmane puisse mettre, par exemple, son voile, la femme juive puisse s'habiller comme elle en a envie,
L'homme juif, il peut mettre sa kippa. Tu vois, l'homme chrétien, il peut mettre sa croix. La femme chrétienne, elle peut mettre sa croix. Si sa croix, elle tombe sur un décolleté plongeant avec une poitrine généreuse, elle a le droit. Tu vois, c'est ça la laïcité. Mais il y en a qui ne veulent pas le comprendre. La laïcité, ils se disent la laïcité à ma façon ou pas. C'est une façon de fermer le débat. J'ai l'impression et de dire, que souvent, et du coup, c'est un peu en contradiction en fait avec le principe même de la laïcité. Ce qu'on entend sur BFM, sur les plateaux télé, etc. En fait, où la volonté d'interdire, je parle du voile parce qu'on n'interdit pas les kippas, mais la volonté d'interdire finalement un voile en extérieur, c'est littéralement contre le principe même de la définition de la laïcité. Oui, mais c'est contre la Constitution. C'est anticonstitutionnel. Exactement. Voilà. Et j'ai déjà entendu ce terme-là sur plein de plateaux, et c'est réel. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne supportent plus ça. Tu vois, et ils surfent sur cette vague. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans le pays que c'est facile de trouver un bouc émissaire. On va trouver un bouc émissaire, on va les taper dessus. Mais le jour, si ça arrive un jour, où les immigrés, les musulmans, tout ça, ils partent du pays petit à petit. Il y en a plein qui le disent sur les réseaux. Partez, quittez la France, lâchez l'affaire. Il n'y a plus rien, en fait. Lâchez, c'est fini. On parle quand même à des médecins, à des personnes qui sont dans la santé, dans la santé publique, oui. À d'autres personnes. Enfin, je veux dire, des personnes qui ont des diplômes universitaires, des gens qui ont plein de choses. Mais c'est ces gens-là qui ont le pouvoir de partir. Et ils vont se barrer, tu vois. Et le jour où eux, ils se barrent, qui va rester ? C'est les fameux gens qui profitent des aides que, justement, les Français ne veulent plus, tu vois. Les ingénieurs, les médecins, ceux qui payent des impôts, ceux qui bossent, etc. Et ceux qui se font tous les jours en fait discriminés à cause de ci, à cause de ça, c'est eux qui en ont marre. Ils vont mettre de côté, ils vont créer des entreprises, ils vont faire des choses, tout pour partir. Et il y a énormément d'influenceurs sur les réseaux, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, qui font limite des tutos de hijra. Le fait de quitter un pays qui ne respecte plus ta religion pour partir dans un autre qui va la respecter. Quand tu es en mesure de le faire, qui va partir ? Ceux qui peuvent. Les médecins musulmans, les ingénieurs, ceux en fait... En fait, les gens au service des Français. Oui, et ceux qui ont les sous surtout. Ceux qui ont l'argent, ceux qui enrichissent le pays. Les autres, ils vont pas partir. Hein. Donc aujourd'hui, la stigmatisation, je pense qu'elle est dangereuse. Je pense que ça ne va pas régler les problèmes des Français. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes des Français, c'est leur pouvoir d'achat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas au supermarché, les Français, ils comptent, tu vois. J'ai jamais vu autant de gens avec des calculettes, des trucs, ils bipent, ils regardent un peu pour pas dépasser le panier parce que c'est tendu, c'est la fin du mois, c'est ci, c'est ça, tu vois. Les gens sont tendus. Et dans cette tension, tu fais quoi ? Tu leur donnes un bouc émissaire. C'est à cause d'eux, parce que eux ils profitent, eux ceci, eux cela. Et puis à côté de ça, t'as les mauvais comportements qui enflamment le reste et puis qui... C'est ça. Et les mauvais comportements qui viennent justement, en fait, mettre de l'huile sur le feu. Parce que quand tu vois un mauvais comportement, tu te dis, et ils ont raison quand même. Hein. Ce serait bien quand même qu'ils partent, eux tous là. Parce que s'ils partaient, je pense qu'on serait mieux. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui votent RN. T'en penses quoi ? Je pense que ces mêmes musulmans, ils ont le même ras-le-bol que les non-musulmans. Qui voient ces fameux gars en train de faire des roues arrière dans leur quartier, qui voient ces fameux gars brûler des arrêts de bus, brûler des arrêts de tram, dégrader les quartiers, dégrader les murs, faire des tags, avoir un comportement inadmissible. Et c'est ces gens-là qui veulent plus, en fait. Ils en ont marre, tu vois. C'est pas parce qu'aujourd'hui, t'es pas dans un quartier huppé, t'es pas dans des quartiers où tu filtres les gens par leurs revenus. Aujourd'hui, quand tu mets le mètre carré à 5 000 €, qu'est-ce que tu fais ? Tu filtres, en fait. Tu vois ? Tu filtres. Et du coup, quand tu vas dans ces quartiers-là, c'est des quartiers chics. Il n'y a pas trop de délinquance. Tout le monde est bien. Tout le monde est tranquille. Il n'y a pas de scooter. Il n'y a pas de roue arrière. Quand tu vas dans les quartiers où le mètre carré, il est à 1005, tu vois ? C'est là où tu vois quoi ? Les roues arrière, le narcotrafic, tu vois ? Mais justement, en fait, donc ces comportements-là, on parle même plus de musulmans. Il n'y a plus de musulmans, c'est juste c'est un ras-le-bol. Les comportements entre certaines origines, en fait, finalement, et les gens qui se sont stigmatisés par rapport à ces gens-là, finalement, ils en arrivent à voter RN. C'est-à-dire que vraiment, ils en ont tellement ras-le-bol, eux aussi. Ils en ont ras-le-bol tout autant que certains vrais Français. Mais bien sûr. Ils en ont marre, ils ont envie que c'est... Mais bien sûr, je suis sûr qu'on en connaît tous un qui en a un étranger qui en a ras-le-bol et qui est presque... Mais j'en connais des gens, des musulmans, tu vois, ils se considèrent comme français, ils ont envie de vivre dans la paix.
on va pas juger l'intelligence de la réflexion ou quoi, mais leur réflexion, c'est quoi? C'est qu'ils se disent, si le RN, vraiment, ils empêchent l'immigration et ils enlèvent tous les gens qui ne sont pas français, le pays va se porter mieux. Cette promesse-là fait que le RN, aujourd'hui, est quasiment, ou l'est, le premier parti politique. Ceux qui ont le plus de voix, le plus de votes, Oui, c'est indéniable. et qui risquent, tu vois, en 2027, de passer, tu vois. Parce que leur promesse, c'est ça. C'est qu'en fait, tous ces gens-là, tous ces immigrés qui ne sont pas français, on va les dégager d'ici. Et même du coup, ceux qui ont la nationalité française, même si ceux-là, ça va pas forcément les toucher, au fond, je pense que ce qu'ils peuvent se dire, c'est juste, bon bah, au moins les autres, ils vont dégager. Ouais. Ceux qui foutent la merde, ceux, Bien sûr. tu vois des viols, enfin, on a entendu des viols qui se sont passés à Paris, d'étrangères en bas de la Tour Eiffel, c'était des immigrés. Enfin, quand t'entends ça, comment en tant que Français, tu peux te dire, ah, c'est une bonne chose? Bien sûr, mais tu pètes les plombs. Parce que t'entends que Mais ça. la vérité, tu deviens raciste instantanément. Tu votes RN instantanément. Quand on te dit que le gars qui vient de faire ce crime, ce délit, c'était un OQTF, obligation de quitter le territoire, et qu'il l'a pas été, mais tu pètes un plomb. Tu dis, mais attends, moi je suis français, je paye des impôts, je truc, et en fait, un de mes semblables vient de se faire agresser par un OQTF. Mais ils font quoi? Qui me propose une solution? Le RN. Eh ben, je vais voter RN. C'est juste ça. C'est tellement humain et tellement logique que je peux pas leur en vouloir. Tu vois? C'est logique. C'est vraiment logique. Je me mets pas à la place de quelqu'un qui voit quelqu'un de sa famille être agressé, quelqu'un de sa famille subir une agression. Encore pire, si tu vois, si c'est une femme de ta famille, une fille ou machin, qui se fait agresser, je sais pas, elle sort de soirée, elle se fait agresser parce que le gars, parce qu'il y avait 3 immigrés ou 3, tu vois, qui l'ont agressé pour un téléphone ou je sais pas quoi, tu vois. Mais tu deviens non seulement raciste, mais je pense que tu deviens extrémiste. Tu détestes tous les musulmans, tout ce qui n'est pas français, tout ce qui est étranger, et tu vois, et tu fais même plus la distinction, t'en as plus rien à faire. Est-ce que tu peux lui en vouloir? Je pense pas. Il y a des gens qui votent pour le RN, justement par rapport à ça, par rapport à l'insécurité qu'il y a vraiment trop en France, qu'on a trop laissé passer. Aujourd'hui, un Parce qu'ils flic ont en une France, promesse. il peut presque rien faire. Si, il peut faire. Mais en fait, c'est derrière. Un flic aujourd'hui, un policier, il arrête un gars. Ok? Ce gars, il comparaît devant la justice. Il s'en sort avec rien. Tu vois? 1 fois, 2 fois, 3 fois, en tant que policier, tu te dis quoi? Je mets ma vie en danger en tant que policier. Je vais me battre avec des gens. Je vais attraper des gars. Je vais les mettre aux mains de la justice. Et ils sortent. Parce qu'on n'a pas assez de place en prison. Mais je vais arrêter de faire mon taf, en fait. Pourquoi je fais tout ça? Tu vois? Et c'est là que C'est beaucoup de décourageant. Français vont à l'étranger, parce qu'il y a la À sécurité. l'étranger, il se passe quoi? Eh bien, tu fais On pas t'attrape, de vagues. on t'attrape. Tu vois? On t'attrape, En Russie, tu prends cher. En Arabie Saoudite, on t'attrape, tu prends cher. Au Maroc, on t'attrape, tu prends cher. Tu vois? Au Maroc, il y a eu des gars comme en Thaïlande, tu sais, qui ont fait des scènes on l'a vu cet été à avec Marrakech. des motos ou je sais pas quoi. Le gouvernement marocain, il a dit ok, c'est simple, on va sévir maintenant. Tu vois? Et tu vas voir que ça va se calmer. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de demi-mesure, de je sais pas quoi, venez, on fait des règles et des lois. Non, c'est pour ça que la promesse du RN aujourd'hui, elle est trop forte. Tu vois? La promesse, elle est trop forte. Ils te promettent d'enlever tous les OQTF, d'enlever tous les fichiers S, d'enlever tous ceux qui, entre guillemets, font des choses... Menace. Voilà, menacent, on va dire, La sécurité. des Français. Mais comment tu vois? Tu te dis, mais attends, ça règle quand même pas mal de problèmes. Tu sais, ça donne envie de s'inscrire. Tu vois? Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a un peu des problèmes de pouvoir d'achat, de ceci, de cela. Et le RN qui vient, il te propose plusieurs solutions et il te met un bouc émissaire et ils te mettent plein de solutions contre le bouc émissaire. Et ils ont plein d'autres choses dans leur programme. Et du coup, les gens vont finalement pas s'arrêter. En fait, ils vont s'arrêter à ça, justement. Pardon. Ils vont s'arrêter à ça. Ils vont pas chercher plus loin dans le programme. C'est-à-dire qu'ils vont pas lire le programme en entier. En fait, ils vont s'arrêter à ça parce que c'est vraiment la plus grosse... le sûr. plus gros problème en France actuellement. Donc, ils vont se dire, bon, il m'en règle déjà 3. Si je vote pour eux, c'est déjà bien. C'est exactement... En fait, vraiment, la réflexion, elle est simple. Tu dis à un Français, c'est quoi ton problème? J'ai pas assez d'argent, tu sais, je mange pas bien, machin. Il va te trouver un bouc émissaire. Il va te dire, bah, c'est à cause des immigrés qui te volent ton travail.
c'est à cause des immigrés qui profitent de l'argent des Français, c'est à cause des immigrés qui profitent de la Sécu, c'est à cause des immigrés qui profitent de la CAF, c'est à cause des immigrés qui profitent, il y a encore quelques temps, et c'était un gros sujet du sujet de santé, qu'il y avait des gens qui n'étaient même pas français, qui venaient d'arriver, ils profitaient de se faire recoller des oreilles ou je sais pas quoi. C'est tous ces sujets-là. Et ils vont te dire que tous ces sujets-là, ça fait des trous dans les caisses de la France. Et ces gens-là qui font un trou dans les caisses de la France, on va les dégager. T'en penses quoi? Ils vont te dire, magnifique! Si c'est ça la solution, on y va, allez! Tu vois? C'est comme ça qu'ils séduisent de plus en plus d'électeurs. En 20 ans, les électeurs, attends, ils sont partis des derniers de la classe, là, où tout le monde les insultait, personne les calculait, personne les prenait au sérieux, à aujourd'hui, le premier parti de France. Tu vois? Les plus puissants, entre guillemets, les plus nombreux. C'est pas un hasard. Les gens, les Français en ont marre des problèmes qu'il y a, et ils pensent que ça, c'est la solution. Je pense pas que ça le soit, mais en tout cas, tu peux pas dire qu'ils sont assez convaincants. Pour revenir du coup sur le RN, le youtubeur Thibaut InShape affirme du coup que le RN défend certaines valeurs proches des siennes, mais pas toutes, et qu'il y a du coup du bon et du mauvais à gauche et à droite. En juin, le premier youtubeur de France se considérait de droite, mais avant tout humain. Je suis d'accord avec lui. Quand tu me dis par exemple, quand le RN par exemple propose tous les fichiers S, de les sortir du territoire, si vraiment ils s'en sont capables, je suis d'accord. Deuxième proposition, tous les OQTF, obligation de quitter le territoire, étrangers, ils disent qu'on a la possibilité de tous les dégager du territoire. Si c'est ça et que vous pouvez le faire, je suis d'accord. Privilégier par exemple, aider les Français, tu vois, trouver des aides, machin, pour les Français, pour ceux qui ont la nationalité et qui travaillent. Je suis d'accord. Privilégions-les, tu vois. Il y a plein de propositions. Tu peux pas ne pas être d'accord avec toutes les propositions d'un groupe politique. Comme parfois, tu sais, quand j'entends des idées de la France insoumise, je me dis, mais je suis d'accord avec eux, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, je regarde même plus le parti politique. Je regarde vraiment les idées. Quand, par exemple, la France insoumise, elle dit qu'il faut s'opposer au génocide en Palestine, à la guerre, et il faut que la France coupe les ponts, entre guillemets, avec Israël, je suis d'accord. Quand le RN dit tous les OQTF, il faut les sortir du territoire, tous les fichiers, ils n'ont rien à faire ici, et tous ceux qui font des délits, des crimes, etc., entre guillemets, il faut les mettre en prison, les condamner plus lourdement, je suis d'accord. Je peux être d'accord avec deux partis qui sont complètement à l'opposé, mais trouver des idées qui me correspondent. Là, aujourd'hui, tu es dans un truc où tu dois voter pour un parti, pour une personne. Là, en 2027, par exemple, on va devoir élire notre prochain président, et il faut élire une personne. Donc, tu vas chercher la personne ou le parti qui a, entre guillemets, le plus d'idées qui te correspondent. Même si, par exemple, on va dire, la France Insoumise, elle a 1, 2, 3 idées qui me plaisent. Le RN, il a 1, 2, 3 idées qui me plaisent. Mais il y a un autre parti, là, il parle beaucoup de Juan Branco, que j'aimais beaucoup, qui était avocat et qui pourrait, entre guillemets, se présenter en 2027. Si je vois que lui, il a énormément d'idées qui me plaisent, bah, je voterai pour lui, tu vois. Même si, à côté, j'ai des idées qui me conviennent. Donc, à mon avis, Thibaut InShape, il faut vraiment arrêter de lui taper dessus. Parce que le pauvre, une fois, il a mis le drapeau de la France dans sa salle de sport. On lui a cassé les bonbons. C'est une dinguerie, quand même, de ne pas pouvoir mettre le drapeau de la France. Il y a eu un événement de boxe que Billy Rebedeter a organisé. Le main event, ça devait être Billy contre Thibaut InShape. Mais ils ont enlevé Thibaut InShape de la carte parce que justement Billy a expliqué qu'il voulait pas genre un arabe contre un français qui entre guillemets est lié par les gens au RN, tu vois. Donc ça lui a entre guillemets porté préjudice. Je pense qu'il faut le laisser tranquille, ce mec. Il a rien à voir là-dedans. Je pense qu'il a des idées. Je pense qu'on doit vraiment pas avoir honte d'être français aussi. C'est-à-dire que même si tu as des origines, etc., si tu as l'identité française, tu es français. Tu dois être fier de ton pays. Bien sûr, mais il y en a qui lient être français et être un raciste. Tu vois ? Quand tu es pour la France dans un match de foot, on te laisse tranquille, tu vois. Parce qu'il y a France, je sais pas, France-Espagne, tout le monde avec les drapeaux, machin et tout. C'est bonne ambiance, c'est le foot, on laisse tranquille. Mais quand tu as le drapeau français chez toi, dans ta salle de sport, parce que lui, c'est le premier youtubeur de France. Il met le drapeau français, entre guillemets, parce que voilà, je suis français, je représente mon pays, j'aime mon pays, je suis patriote, et je mets le drapeau sur le mur de ma salle. Mais aux yeux des gens, patriote égale raciste. Tu vois. Et pour moi, je suis pas d'accord avec ça.
Donc je pense que ce mec-là, faut le laisser tranquille. J'ai encore une dernière question pour toi. Dernière Et question. pour moi, parce que Pour j'ai ce un podcast. Il est bel long ce avis podcast. là-dessus. Hein. Alors, il est long ce podcast. J'espère qu'il vous intéresse en tout cas, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup d'idées, qu'on voulait quand même tout vous faire partager. Vas-y. Donc, je suis contente qu'on ait pu débattre là-dessus. Allez. Le dernier sujet, c'est par rapport à notre nouvelle Miss France, ok, Miss Martinique. Martinique, qui est selon moi sublime. Et qui vit quand même actuellement une vague de racisme extrême, je trouve, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur TikTok, enfin, on le voit partout, des commentaires très désagréables et franchement racistes. Alors quand je vois que moi, avec des clips qui font 300 000 vues, je me prends des sauces, j'imagine même pas la pauvre ce qu'elle se prend. Donc là-dessus, je suis complètement contre le fait qu'on lui mette des sauces parce qu'on n'est pas d'accord avec son élection. La chose que je peux comprendre, par contre, c'est que les gens peuvent dire, voilà, je suis pas d'accord que elle soit la vainqueur. Pourquoi ? Parce que dans le vote du public, la numéro 1, c'était pas Miss Martinique. Par rapport au public. Dans le vote du public, la numéro 1, c'était Miss Nord-Pas-de-Calais. Donc la Saba, je sais plus comment. Saba Aïb. Saba Aïb. Elle était première du public et Miss Martinique, elle était soit deuxième, soit troisième, je sais plus, je crois qu'elle était deuxième. Donc, elle était première du public. Et dans une émission aussi populaire et aussi regardée que Miss France, entre guillemets, tu prends 5 jurys de femmes qui ont, je crois, plus que 40 ans, toutes. Elles élisent Miss Martinique première parce qu'elles ont des points communs, entre guillemets, avec elle. Sa phrase qui disait « Je représente toutes les femmes à qui on a dit une fois, c'est trop tard ». Tu vois, elle a touché des cordes sensibles du jury qui a fait que le jury l'a mis première. Et évidemment, elle a la maturité et l'intelligence d'une femme de 34 ans. Elle a quasiment le double de l'âge de Miss Nord-Pas-de-Calais, Saba, qui, elle, a fini première du public. Aujourd'hui, en fait, les gens ne sont pas d'accord avec le fait que Miss Martinique soit élue alors qu'il y avait Miss Nord-Pas-de-Calais ou Miss Corse, tu vois, qui était plus belle, machin, enfin, en tout cas, les gens la trouvaient plus belle, plus Miss France, tu vois, que Miss Martinique. Sauf qu'il l'exprime avec le racisme. Ouais, mais attends, t'as vu elle est truc, elle est moche, elle est ceci, elle est cela, c'est blessant. Pas que ça. Et il y a des sur et TikTok, y a des gens il y a eu des clips sur TikTok très racistes, des republications d'ailleurs de la famille même de Saba Aïb qui, voilà, sa sœur est jeune, donc on va pas taper sur sa sœur. Ouais, même si ça le justifie pas. Franchement, je m'en fous. Bon, voilà, elle a republié. Après, c'est peut-être aussi un peu les nerfs. Tu dis, bon, ta sœur, elle a fait Miss France. Elle était à ça d'être Miss France. Elle était numéro 1 du public. Elle était numéro 1 du public, je pense, intérieurement. Quand t'es sa sœur, t'as aussi un peu... Oui, elle aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Parce que j'ai vu qu'elle a republié des trucs un peu racistes et tout. Ça, elle aurait pas dû, évidemment. Il y a personne qui va être Mais pour. Ce qui aurait pas dû exister, c'est surtout ces TikTok racistes, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je te donne mon avis. Je la trouve exceptionnelle, cette femme. Miss Martinique, donc Miss France 2025, est exceptionnelle. Pourquoi ? Elle rompt les codes. Elle a rompu les codes. C'est la première Miss qui a plus que 25 ans. Je la trouve très jolie. Je la trouve extrêmement belle. Je trouve qu'elle a tous les codes d'une Miss France. C'est-à-dire l'élégance, la classe, la façon de parler, la beauté, parce que c'est une très belle femme, ok ? Elle a 34 ans et elle est je la trouve très belle. Elle représente, selon moi, beaucoup plus les femmes. Pourquoi ? Parce qu'à 18 ans, je pense, honnêtement, Saba Aïb, je la trouve très jolie. Elle est magnifique. Enfin, il n'y a rien à dire. Elle est très belle. Mais j'aurais aimé, tu vois, la voir peut-être dans 2 ans. Parce qu'en fait, dans 2 ans, elle aurait un peu plus représenté les femmes, en fait. À 18 ans, je trouve que c'est jeune, tu vois. Et je trouve ça cool d'avoir pour une fois une vraie femme. C'est une vraie femme. Elle a des formes. Elle sait parler. Elle s'affirme. Elle a confiance en elle. Ça fait plaisir. Personnellement, j'ai que 28 ans, mais je me sens beaucoup plus représentée par une femme comme ça que par Saba Aïb. Et je la trouve super jolie. Et je trouve qu'à 18 ans, elle a exceptionnellement bien parlé et qu'elle s'exprime très très bien. Mais je peux comprendre que le jury ait fait le choix de cette femme. Déjà, on voit qu'aux Pays-Bas, le concours Miss Pays-Bas, finalement, a été arrêté. Ok, donc en Hollande, c'est fini les Miss. Ouais. Parce qu'en fait, on veut évoluer, on veut faire évoluer le concours. Et on peut pas à chaque fois vouloir faire évoluer le concours. Et pour une fois qu'il y a une femme qui présente bien, qui est très jolie, qui casse un peu les codes, ouais. Bah, je comprends pas qu'on lui en veuille autant. Cette femme est très belle. J'ai l'impression que ça te touche un peu. Ah, franchement, ça me touche. Je vais te dire quelque chose de très simple. On est dans une élection. Donc là, déjà, l'égalité homme-femme, elle est où ? 5 femmes 5 jurys, 5 femmes. Donc là, l'égalité, déjà, elle est morte.
Ça déjà c'est pas bon pour moi, parce que pourquoi on enlève les hommes du truc. Là il y a personne qui ouvre sa bouche, hein. Là le féminisme, l'égalité homme-femme, on l'oublie. Ça c'est le premier mauvais point. Le deuxième, donc forcément ces 5 femmes là qui votent pour une femme entre guillemets avec qui elles se sentent comme toi, plus proches, qui la trouvent plus femme, plus évoluée, plus mature, etc. Mais le public, lui, des millions de personnes ont mis Miss Nord-Pas-de-Calais première. Donc ce que tu fais, c'est que l'avis du jury vaut plus que le public. Et ça, c'est inadmissible. Parce que dans ce cas-là, pourquoi tu demandes l'avis du public ? Mettez le jury. Tu mets le jury, tu dis, hop, faites-moi votre top 5, et le vote du public, on s'en fiche. Mais il y a un système de points quand même. C'est un système de points qui est mal fait, parce que 5 personnes valent autant que des millions. L'égalité n'est pas là, tu vois. Tu peux donner un avis du jury un peu facultatif, qui représente peut-être 20 ou 30%, mais pas 50%. 5 femmes valent des millions de téléspectateurs. Et ça, c'est le meilleur moyen de mettre le public en rogne. Tu vois, ça va pas. Mais le racisme n'est pas acceptable. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils sont pas d'accord que Miss France, tu vois, Miss France, donc la Miss qui représente le pays, soit cette femme-là. Ils auraient préféré Miss Nord-Pas-de-Calais ou Miss Corse. Bien sûr, ça s'entend. C'est sûr qu'il y a tellement de téléspectateurs qui ont voté pour Saba, qui est magnifique, et c'est normal. Numéro 1. Mais voilà, après, il y a le jury. Et le jury, je pense qu'ils veulent aussi le valoriser. C'est-à-dire que bon, t'es jury, en fait. Il y a 5 personnes qui ont été sélectionnées pour être jury. Donc je pense qu'ils veulent que le jury ait quand même un point un peu supérieur. Dans le jury, t'as quand même des anciennes Miss France. T'as Flora Coquerel, par exemple. Je te parie ce que tu veux. Donc des femmes qui ont quand même l'expérience de Miss France. Je te parie ce que tu veux, que si tu mets 2 hommes dans le jury, ils votent pas Miss Martinique. 5 femmes, toutes d'un certain âge, qui votent pour Miss Martinique, qui, avec les anciens critères, n'aurait même pas été là avec ses 34 ans. Mais j'ai rien contre elle, franchement, les Miss France, je m'en fiche un peu. Moi, j'aime beaucoup le message qu'elle véhicule. Tu peux pas en vouloir aux Français de dire que nous, on veut la belle nana. Mais non, bien sûr, c'est normal. Et ils sont en colère. La jeunesse, les racistes, tout ça, on n'acquiesce pas, oui. bien sûr. Sur les réseaux, en fait, il y a tellement de ouf. Il y a tellement de gens qui, couverts d'anonymat, mais les sauces que moi, je me prends avec mes pauvres vues de 250 000, 300 000 vues sur un clip TikTok, je me fais défoncer. Elle, qui a été élue Miss France, elle est noire, Miss Martinique, 34 ans, elle a pris la place de Miss Corse et Miss Nord-Pas-de-Calais, mais j'imagine même pas ce qu'elle doit se prendre. Les gens, en fait, c'est trop facile, tu vois. Ils ouvrent Twitter, ils mettent une insulte, un truc bien grave, un truc bien insultant, et ils ferment l'appli, tu vois. Elle, après, elle vit avec. Donc, j'espère vraiment, elle, c'est là où, par contre, je te rejoins, parce que je pense qu'elle doit avoir la maturité de supporter un peu tout ça, de prendre de la distance, et que ça va aller pour elle. J'ai confiance là-dessus. Elle a fait une interview le lendemain sur TF1, et justement, on lui posait la question, est-ce que, voilà... l'âge a fait que tu as été élue. Elle l'a elle l'a dit. Elle a dit bien sûr, ça a dû jouer. C'est sûr que ça a dû jouer. C'est nouveau. Donc bien sûr, ça a joué sur mon élection. Moi, je la trouve chouette. En tout cas, on lui souhaite que du bonheur. Son discours est sympa. Ouais. J'ai pas dit le contraire. Le message qu'elle véhicule aux femmes est vraiment beau. Moi, ça me plaît. Donc dans mon livre, c'est la Miss France 2025 dans tous les cas. Ça fait plusieurs fois que ça met en rogne un peu tout le monde parce que déjà, à chaque fois, le vote du public, il représente 50%. Le jury vote A, le public vote B, et le public n'est jamais écouté. Tu vois. L'année dernière, celle avec les cheveux courts, je sais pas comment elle s'appelle, elle était pas numéro 1 du public, elle était, je crois, 3e. Cette année, Miss Martinique est 2e, Miss Nord-Pas-de-Calais première, elle est pas élue. Et les gens, tu sais, ils en ont marre aussi, tu vois. Ils disent, mais attends, mais pourquoi on vote alors ? Il y a de l'argent, il y a machin, ce truc. On met 5 femmes matures et elles votent pour celles qu'ils ont préférées, entre guillemets, mentalement et tout. Oui, c'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas la plus fraîche qui a été élue, entre guillemets, c'est ça qu'ils veulent dire. Et ça met en colère. Mais quand tu te mets en colère dans un concours comme ça, t'attaques le physique. Tu vois ? Tu dis, mais attends, mais je la veux pas, elle est grande, elle est grosse, elle est ceci, elle est cela. C'est trop méchant, tu vois ? Mais c'est un concours physique aussi. Tu vois, il dit, mais attends, l'autre, c'est une bombe atomique, pourquoi pas elle ? Moi, j'aurais voulu elle, machin. Et là, dans les dérives, t'as des trucs racistes qui n'ont pas leur place, évidemment, je suis d'accord avec toi. Et ben voilà, écoute, c'est super, le sujet est clos pour aujourd'hui, le débat est clos. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donnez-nous notre avis. Et puis je vous dis à la prochaine avec un nouvel épisode de React à Chaud. À bientôt.